Et ça devient le passeport. Joël Banga, nous sommes à l'antenne, je vous en prie. Bonsoir, amis sportifs, et bienvenue sur ce Spectrum Télévision. C'est la nuit du sport. C'est vrai qu'on était sur un autre sujet, mais là, évidemment, le générique est donc lancé. Au menu de cette édition du 19 février, athlétisme, environ 600 athlètes camerounais et étrangers sont attendus ce samedi à Boya, dans la région du Sud-Ouest. C'est pour participer à la 30e édition de la course de l'espoir. Et à la veille de cette importante course de la montagne, la température grimpe. Et ce soir, on fait le point des préparatifs avec le secrétaire général de la Fédération camerounaise d'athlétisme, Charles Kokoté, que vous allez suivre dans la première partie de cette émission consacrée évidemment à la pause actu. Ballon d'or camerounais 2024 qui va succéder à Emmanuel Mahop. Réponse le 28 février prochain à Yaoundé. Hier, la Fédération camerounaise de football était face à la presse pour dévoiler les contours de cet événement. En seconde partie de ce magazine, on s'intéresse ce soir au tournoi Unifac U17 qui se déroule actuellement à Douala sous fond de polémique. Avant même le démarrage de cette compétition, c'est l'entraîneur de la République centrafricaine qui était monté au créneau pour dénoncer une fraude sur l'âge des joueurs camerounais. Il a réaffirmé dimanche dernier en conférence d'après-match, après la défaite de son équipe 0 but contre 9 face au Cameroun. C'était un match d'ouverture de ce tournoi zonal. L'Africa Foot pour sa part a réagi et condamne fermement les allégations de la Fédération centrafricaine de football qui a évidemment relayé les propos de son entraîneur sur ses plateformes internet. Les propos, comment donc expliquer cette polémique? On en parle tout à l'heure avec nos différents invités. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Joël Banga. Il est promoteur d'école d'athlétisme basée dans le littoral. Joël, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là dans cette émission. On est à quelques jours de la course de l'espoir. Avec vous, on va évidemment revenir sur cet important événement. Serge Kamdemkwam, ancien directeur général de Football Club de Baham, ancien arbitre aussi, est avec nous. Serge, bienvenue, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir au père Banga avec tout le travail qu'il fait, courage. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent et bonne émission à tous. Et Jérôme Bango, agent de joie, est avec nous. Jérôme, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à nos co-invités, bonsoir à des milliers de téléspectateurs. Je ne saurais passer dans cette vitrine qu'on m'a offert pour souhaiter un joyeux anniversaire à Togem Sandrine du côté de Yaoundé, qui suit évidemment cette émission. Merci bien et joyeux anniversaire à Sandrine. Merci de nous regarder chaque mercredi soir. On va donc entrer dans cette émission. C'est la pause actu et on démarre par l'athlétisme. Je vous le disais il y a un instant, 30e édition de la course de l'espoir. C'est ce samedi du côté de Boya, dans la région du Sud-Ouest. Environ 600 athlètes camerounais et étrangers vont participer à cette course. À quelques jours justement de cet événement, où en est-on avec les préparatifs? Quels sont peut-être les nouveautés qu'on verra samedi prochain du côté de Boya? On a posé ces différentes questions au secrétaire général de la Fédération camerounaise d'athlétisme que nous vous proposons de regarder. Nous sommes effectivement à quelques heures, vous le dites si bien, du lancement de la course de l'espoir, la 30e édition. Je dirais que les préparatifs vont bien, que ce soit au niveau du comité local ou du comité central d'organisation. Toutes les commissions sont à pied d'œuvre. Et je pense que rien n'est laissé au hasard. Vous avez vu l'engouement qui sévit ici au siège de la fédération. Il en est de même également dans la ville de Boya. La température monte. Et je dirais que tout est presque prêt. Nous sommes prêts à 90%. Je pense que d'ici quelques heures, les moyens pourront être disponibles pour que les commissions puissent travailler en toute quiétude. Mais il n'y a pas d'inquiétude. Je pense que
nous sommes partis pour connaître une belle édition, une belle 30e édition de la course de l'espoir. Voyez-vous, 30 ça fait beaucoup, donc ça veut dire que c'est une édition spéciale. Mais vous savez, le nombre d'athlètes tient compte également, il est tributaire du budget de l'événement, donc qui nous amène à avoir 600 athlètes, parce que également ces athlètes-là ont droit à une prime de participation. Mais également, il y a le contexte de la difficulté de la montagne. Donc, il faut maîtriser tout le monde. C'est pour ça que le nombre est arrêté à 600. Il y a 600 athlètes camerounais et étrangers qui prendront part à la course dans les 3 catégories. Et comme vous le dites si bien, c'est une édition spéciale, donc elle sera particulière. Donc, c'est la 30e édition. Donc déjà, nous allons mettre un accent sur l'adversité de la course. Donc, sur le plan sportif, elle est un peu plus relevée encore, parce que la fédération a tenu à avoir de grands champions encore pour relever la course et accompagner nos champions camerounais. Donc, nous aurons, en dehors des athlètes kenyans, nous aurons pour la première fois les athlètes ougandais, les champions de l'Ouganda. Nous aurons également les champions du Maroc au niveau du marathon des sables. Bon, donc, qui est une compétition spéciale et difficile. C'est vrai, pas aussi difficile que la course de l'espoir, mais également une compétition difficile. Donc, il y a sur le plan sportif cette forte adversité qui relève la qualité de la course, mais également un accent particulier au niveau culturel. Donc, nous aurons 4 jours d'animation sur le plan culturel dans la ville, mais également nous aurons d'autres attractions culturelles qui permettront de mettre en exergue la culture de notre pays et démontrer aux yeux du monde que nous avons l'une des plus belles cultures et que nous avons un beau pays. Donc voilà un peu ce qui aura comme innovation. Il y a également le retour en termes d'innovation, le retour de la reine de la montagne, Sarah Tongela, qui prendra part à la course de vétérans pour apporter également son onction dans ce bel événement. Donc, et en dehors de cela, il y aura d'autres surprises que les spectateurs et les téléspectateurs découvriront la veille de la course et le jour de la course. Voilà pour ces différentes informations. Joël, on est justement à quelques jours de cet important événement. Comment est-ce que vous, particulièrement, vous sentez, vous qui êtes athlète dans l'âme? Merci Lydie. Cet événement, l'ascension du Mont Cameroun, comme on l'appelait avant. Comme on l'appelait avant, je ne peux que retenir ça. C'était avec Guinness. Quand elle a commencé dans les années 70, donc plus précisément en 1973, et c'était uniquement pour les hommes. Uniquement pour les hommes. Et en 1973, le premier gagnant de cette édition, c'était Ekama, un gars du sud-ouest. Bon, après ça s'est monté seul. Mais c'est une fête, une compétition, je ne sais pas comment est-ce que je vais l'appeler. Puisque au départ, ne pouvait aller au Mont Cameroun celui qui était capable vraiment de courir. Il n'y avait pas un entraînement particulier pour cette compétition-là. On croyait que tous ceux du sud-ouest, parce que la montagne est chez eux, ce sont eux qui sont appelés à pratiquer cette course-là. Mais on a eu beaucoup de surprises quelques années après, les premières éditions,
en 1976, on a fini par voir un Britannique, Walter Stiffer, qui a gagné sa 3 éditions consécutives. Donc et avec Guinness Cameroun, c'était une très très grande fête. Un mois avant la compétition, il y avait déjà la fête. Oui. Les kermesses, les danses traditionnelles et tout et tout. Toutes les danses qui partaient dans tout le littoral, tout le Sawa était appelé à participer à cette fête-là. Un mois après la course, il y avait toujours la fête. Donc Boya était en période de... Je me sens toujours qu'aujourd'hui... La nostalgie. La nostalgie. Parce que ça a perdu un peu du sein, mais tout est en train de revenir. Tout est en train de revenir. Donc tous ceux qui font des efforts pour faire revivre cet événement, l'ascension du Mont Cameroun, ça je leur dis merci. Et les choses vont quand même bon train cette fois-ci encore. Et j'espère que toute la sécurité est prise, est mise en place pour que cet événement se passe dans de très très bonnes conditions. Alors tout à l'heure, le secrétaire général Serge faisait allusion à la participation de la légende Sarah Etonguet samedi prochain. C'est important quand même de revoir de telles figures dans un événement comme celui qu'on attend. Lydie, il est important toujours de rappeler que l'athlétisme c'est la mère des disciplines sportives. Et la course de l'espoir, anciennement appelée Ascension du Mont Cameroun, du nom de réputation même, c'est une façon pour le Cameroun de se montrer au monde entier. Déjà, il n'est pas donné que les dieux aient mis un aussi grand mot dans notre pays, mais que les responsables d'une fédération comme celle de l'athlétisme, avec le concours du ministère des Sports probablement, qui était l'État, aient réussi à en faire un événement planétaire. Il dit qu'il fallait louer cela et saluer l'initiative. Ça, c'est déjà l'accent des personnes qui ont conçu le projet au départ. Et louer ici le côté citoyen de l'entreprise qui était Guinness, sans publicité, qui, en collant son nom à cet événement, a su, de par son côté international, pérenniser la donne et rendre une certaine notoriété à cette compétition-là. Et comme l'a dit le grand frère Joël, je pense que chaque fois qu'un homme tombe, sa force, c'est la capacité à pouvoir se relever. Tout à fait. À partir de l'ascension du Mont Cameroun à la course de l'espoir, tout le monde était un peu dubitatif sur est-ce que cette compétition résistera au temps. Mais on se rend compte que plus le temps passe, plus il y a cette volonté de cristalliser plus d'attention, il y a plus d'innovation. Comme il a dit, il y a une ouverture aux étrangers, il y a la course des vétérans. Et comme tu as dit, pour arriver à ta question, quand vous êtes matriarche d'une compétition comme ça, comme Sarah, organiser une compétition de cette envergure sans que vous ne soyez représenté d'une façon ou d'une autre serait un vide. Tant que Dieu lui donne la force et les moyens d'être là, je pense qu'il est important qu'elle marque par ses empreintes cette compétition. Et de surcroît, en tant qu'athlète, elle ne sera même pas spectatrice seulement. Donc elle va, parce qu'il y a une discipline liée aux vétérans, je pense qu'elle va prester et ce sera pour le plaisir de tous ceux qui seront soit devant leurs petits écrans, soit qui vont être là comme spectateurs, ou bien encore qui auront seulement les échos, comme nous qui sommes peut-être un peu loin, qui vont se dire, après tout, tant que Sarah Etonguet vit, la course de l'espoir, c'est une légende et elle va, par son image et par sa notoriété, apporter sa contribution à sa pérennisation. Je pense que c'est comme ça qu'on doit interpréter cela. D'accord. Peut-être avant d'évaluer les forces en présence avec Joël, Jérôme, cette course de l'espoir, 30e édition cette année, c'est une édition forcément particulière et le secrétaire général l'a dit, il a par exemple relevé, annoncé la participation pour la première fois des athlètes ougandais. 30e édition, vous, quand vous regardez un peu de temps à autre comment ça se déroule, vous êtes aussi nostalgique comme Joël ou alors vous vous dites, bon, la course de l'espoir est en train de faire son petit bonhomme de chemin? Oui, mais vous savez, ceci est particulier par rapport à cette compétition, c'est que lorsque le mois d'avril approche, on se pose des questions si l'événement vraiment aura lieu. Et lorsqu'on annonce la date, on dit oui, vraiment, tout se passe bien. Il faudra déjà tirer un coup de chapeau à l'État du Cameroun qui fait des pieds et des mains
pour que cet événement ne disparaisse pas. Parce qu'il faut comprendre un moment qu'il y a eu un volet sécuritaire et tout ça, mais on a quand même toujours pu garder le cap. Oui. Et d'année en année, on se rend compte que les choses vont bon train. Donc il faudra dire particulièrement pour cette édition, moi, ce qui me frappe un peu plus à l'œil, c'est le volet touristique. Vous savez, lorsque on organise un tel événement, 600 athlètes, à l'exception des membres du comité d'organisation, du service de sécurité, ça fait que le sud-ouest soit en effervescence. Tenguene, Limbe, Pouya, ça fait le tourisme, le Cameroun. Vous voyez, lorsque vous quittez Moutengene pour Edinao, vous voyez un peu la beauté du Cameroun. Donc ça fait ce charme-là sur l'aspect culturel, sur l'aspect gastronomie. Je crois que tout le monde essaye de trouver son compte dans ce pan-là. Donc je tirerais un grand coup de chapeau déjà à la Fédération camerounaise d'athlétisme qui vraiment aussi ne lâche pas prise. Ouais. Et il faudrait dire qu'il se fait accompagner par les grands mécènes, aussi par l'État du Cameroun. Donc on espère tout simplement que, vous savez, certaines bavures qui se sont passées par les années passées, que cela ne soit plus. Et encourager, parce qu'il faut dire, avec l'arrivée des nouveaux athlètes, ça permet aussi de rehausser la compétition, parce que ceux qui nous viennent du côté du Maroc avec le championnat du désert, le marathon du désert, c'est vrai que ce n'est pas dans le même contexte, parce que ici c'est la montagne. Ça, je venais de le dire, si vous avez un pays comme le Cameroun où les dieux vous ont donné une montagne pareille, donc il faudra tout simplement mettre au profit du monde entier. Je crois que la plupart des gens souhaiteraient venir année par année parce qu'ils viennent aussi en découverte. Donc il faudra dire tout simplement que ça donne toujours un plus, parce qu'on dit le Cameroun, c'est ce pays qui regorge presque tout. Mais Joël, peut-être établir un peu la différence fondamentale qu'il y a entre cette ascension du mont, le marathon du désert. C'est quoi la différence fondamentale? La différence est d'abord au niveau de la géographie physique que le Cameroun vit. Là-bas, c'est le sable. On est sur le désert. Au Cameroun, ce mont, son relief est très très difficile. Quand vous êtes en train de regarder le mont Cameroun, vous aviez la forêt, vous aviez la savane. Et au sommet, on est à 0 degré. La température se stabilise à 0 degré. D'abord, on part, le départ est pris au niveau de Moliko. Il y a 2 climats. Ceux qui sont en bas, du côté du stade omnisport de Moliko, il fait chaud là-bas comme ici à Douala. Il fait chaud là-bas comme ici à Douala. Une fois qu'on est déjà en train de monter, arriver à Boyatown, le climat a changé. On entre donc maintenant à Opafam. Une fois arrivé à Opafam, on entre dans la forêt. C'est déjà un autre climat. Et c'est là où on trouve le premier refuge. Et après ça, on entre dans une zone de rochers, plein de cailloux et tout ça. Bon, vous voyez, au niveau du sable, ce n'est pas ça. La température est unique là-bas parce qu'il fait chaud. Mais ce qu'on a aussi, si c'est quand ils font parfois sur du sable le 100 km, ils le font jour et nuit. Dans la nuit, dans le désert aussi, il fait excessivement frais. Ça change. Vous voyez, vous sortez du chaud, vous entrez subitement dans le froid. Mais voilà. Ces athlètes qui viennent là, ils pourront facilement s'acclimater, ils pourront facilement s'en sortir. Je ne crois toujours pas. Les Camerounais sont habitués à leur chose, parce que même les Walter Stiffer, qui ont eu à gagner ça 3 fois, bon, c'est parce qu'ils ont aussi un peu mis du temps au Cameroun. Ils se sont acclimatés et puis ils sont allés tenter l'affaire. Et ils ont réussi. Il y a lui et il y a un autre là, le nom m'échappe, c'était toujours un Britannique. Le second qui a succédé à Walter.
Et la fille de nationalité argentine qui est également venue gagner après Mojoko Ngonja, la toute première qui gagne le Mont Cameroun. Je crois que c'était en 1980, entre 80 et 82. Ouais. Donc, vous avez vu, les Kenyans sont arrivés ici. Vous les connaissez comme grands coureurs de course de fond. En endurance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'autre est rentré, tu vois les pieds devant. Donc, on ne veut plus vivre cela. Ils sont bons, mais qu'ils fassent attention. Hein? Le relief de cette ascension du Mont Cameroun, c'est pas une chose simple. Ouais. Quels sont peut-être les athlètes camerounais qui devraient être attendus dans cette compétition, Joël? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux et on ne connaît plus qui est leader et qui ne l'est pas. Parce que le Mont Cameroun, avant, nous réservait, on savait que telle édition, c'est elle qui a gagné. L'édition qui suivra, c'est peut-être la même personne qui gagnera. Mais maintenant, les enfants sont devenus forts. Et le Nord-Ouest a fini par prendre la main de cette compétition où on ne voit plus les athlètes du Sud-Ouest. C'est le Nord-Ouest maintenant qui commande l'ascension du Mont Cameroun. Puisque le relief également de leur côté est accidenté et tout ça, ils s'entraînent là-bas très très bien. C'est comme une fois j'ai eu une Rwandaise ici, Mukamurenzi. Elle est arrivée ici au Cameroun, elle a commencé à travailler avec nous. On s'entraînait d'abord là au stade de la réunification de Bipanda. Elle dit qu'elle va faire le Mont Cameroun. Et on l'a envoyée du côté du Mont Maningouba en Konsamba. Parce que là-bas aussi, si tu franchis le Mont Maningouba aller-retour, le Mont Cameroun, tu le franchiras également. Ouais. Donc, tous ces athlètes-là viendront essayer. Celui qui pourra tenir va arriver. Je leur souhaite tous bonne chance. Pas d'athlète, pas de favoris, Serge. Comme on dit souvent au foot. Pas de favoris de façon individuelle, mais je pense qu'il essaye de nous dire que le travail est fait aujourd'hui dans la masse, qu'on a quand même une pépinière qui cherche encore son leadership. Cette pépinière-là pourrait, à chaque niveau, afficher des surprises. On ne peut pas se focaliser sur une personnalité particulièrement, mais on va quand même dire que le Cameroun est fin prêt, si je veux me fier à ce qui a été dit. Vous savez, chaque fois que vous avez une compétition dans laquelle les étrangers viennent, non seulement il y a plus d'élan, il y a plus d'attrait, il y a plus d'intérêt, mais vous aussi, vous devez être préparé à être des bons challengers. Sinon, on vient vous raviver la vedette chez vous. Donc, je pense que c'est tout ça qui attend les Camerounais, et la Fédération camerounaise d'athlétisme ne va pas organiser une compétition pour donner la part belle seulement aux autres. Je pense qu'elle a envie d'une vitrine. Il y a quand même des exemples qu'il prend qui sont assez remarquables. C'est le fait que les Kenyans, qui sont des champions en Afrique ou bien dans le monde entier pour ce qui est des courses et autres, ne réussissent pas au Mont Cameroun. Et ça fait sortir le mythe et l'énigme même de ce mont-là. Et j'ai été très flatté quand il expliquait le côté changement de climat par rapport à différentes strates où on arrivait. Et ça, c'est une richesse naturelle à mon avis. Quand parfois les gens disent que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, vous voyez que ça sont des signes. Dans la même ville. Hein. Oui, ce sont des signes réels de ce changement-là qui est multiple, mais qui montre une Afrique entière dans un seul pays. Et comme vous vous inquiétiez vous-même, Didi, comment un athlète qui vient du froid, par exemple, va réussir à s'en sortir dans des conditions comme ça sans s'acclimater. Je pense qu'on est un athlète de haut niveau. On a l'obligation d'intégrer ces facteurs-là. D'abord le relief, parce que son sol, c'est la montagne, donc ce n'est pas la même chose que la course naturelle. Et la montagne, vous savez, sont les cailloux et trop les roches, les rochers jetés par les volcans et autres. Tout ça, il faut gérer. Donc il faut être préparé, non seulement sur le plan de son accoutrement, donc être chaussé de façon adéquate pour ça, l'équipement qu'il faut. Et même, pourquoi pas, si vous estimez qu'à des mois, il y a le froid,
avoir le matériel nécessaire pour vous couvrir. Ne serait-ce que des endroits sensibles, parce que vous savez, l'organisme humain, il est, chacun sent son corps, comme on dit. Donc tout ça mis ensemble, pour moi, il est question de, sans forcément les connaître, parier d'abord sur les nôtres, parce qu'on est patriotes, et nous dire que peut-être le nom que j'ai retenu pendant la Coupe Cameroun régulièrement, c'était Timothy Lekoun, paix à son âme. Je crois qu'on aura la chance peut-être de voir d'autres Timothy comme ça sortis du creux, et peut-être que ça nous fera plaisir de les suivre progressivement. Oui, Lydie, si j'ajoutais quelque chose à ce que Serge disait, il faut dire ici que depuis quelques éditions passées, les athlètes qui viennent du côté nord-ouest ont presque ravi la vedette à ceux du sud-ouest, parce que quelques temps avant la compétition, ils viennent bosser de ce côté-là. Parce qu'il faut dire, les gars du nord-ouest, sur le plan endurance, ils s'y donnent énormément. Maintenant, pourquoi est-ce qu'au sud-ouest, les athlètes ont un peu relâché l'aise là-bas? Parce qu'il faut dire aussi, ils sont entrés dans la paresse du travail. Vous savez, l'ascension, la cause de l'espoir, c'est sur les particularités. Si vous n'êtes pas bosseur, lorsque vous entrez au PAFAM, le premier refuge en brousse, vous allez démissionner parce que en face de vous, vous commencez à accéder à la montagne. Et lorsque là, la montagne, comme ça je disais, les laves de roche, si vous n'êtes pas prêt mentalement, vous allez démissionner parce que là, il faudra vraiment être fort mentalement. Donc, il faut dire, et on sait que les cas du Nord-Ouest, vraiment, c'est des bosseurs. On espère, une fois de plus, comme par le passé, les Tata Thomas et les autres avaient ravi la vedette pour quelques éditions. Donc, on sait, parce qu'au sud-ouest, c'est les gars qui vivent un tout petit peu comme nos frères du littoral. Donc, un tout petit peu de paresse, pas trop d'efforts physiques. Et ben bon, on espère que cette fois-ci, ils pourront lever la tête de l'eau et pourquoi pas. Et comme on disait, c'est organisé par le Cameroun et on aimerait bien voir à la tête de cette course-là un Camerounais qui sort champion. On sortira peut-être du nord-ouest et du sud-ouest, ou bien c'est une compétition qui va à chaque fois un peu, Joël, rester livrer un vainqueur du nord-ouest ou du sud-ouest? Je ne regarderai plus le nord-ouest ou bien le sud-ouest. Je me rappelle que quelqu'un de l'ouest a gagné le Mont Cameroun. C'est rare. C'était rare. C'était les premières éditions, telles que le feu Tatisson. Il travaillait à l'ancienne société ici, là c'était à la SOAM. Je me souviens, c'était juste les 5 premières éditions de l'ascension du Mont Cameroun. Celui-là, il n'était ni du sud-ouest ni du nord-ouest. Il sortait de l'ouest, de la Ménois. Voilà. Moi, je pense déjà, Lydie, quand déjà un Britannique peut gagner. Et même pas au Cameroun. Mais ces dernières années, ce n'est plus le cas. Oui, mais je veux dire, quand déjà un Britannique peut gagner. Le vainqueur reste camerounais. Je pense que tout c'est l'entraînement. Et Jérôme, sans forcément rentrer dans le problème de telle tribu, travaille beaucoup. Je pense que si les Camerounais, quelle que soit l'origine qu'ils ont, prennent le Mont Cameroun comme le référentiel de travail et s'y entraînent avec des encadreurs de la trame de Joël, n'importe comment, à mon avis, on aura les résultats. Comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on se couche. Donc vous ne pouvez pas, parce que vous êtes proche du monde, penser que le fait, votre proximité vous donne le droit d'aller compléter et gagner. Donc il faut bien être sûr que l'ensemble des efforts que vous faites concourent au résultat que vous recherchez. Maintenant, si c'est seulement participer, ce n'est pas le problème. Tout le monde peut participer. Mais pour gagner, j'ai dit, il y a quelque chose de la valeur ajoutée, en fait, qu'il faille ajouter, qu'il faille donner au travail que vous faites. Et ça, c'est une dose de beaucoup de choses. C'est-à-dire, sur le plan purement de l'entraînement, il y a peut-être l'endurance, il y a sa santé soi-même, il y a maintenant les disciplines, il y a l'ensemble de l'équipement dont on parlait. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dans la réussite. Il y a même l'effort, parce que lorsque vous vous mettez à grimper une colline, une montagne comme ça, vous devez gérer votre souffle. Bien sûr. Si vous montez autrement, vous ne respirez pas bien. Si vous descendez aussi autrement, vous faites des chutes. Donc vous comprenez que c'est un labyrinthe dans lequel il faille s'adapter, un peu comme au tennis, à des moments où vous voyez quelqu'un est obligé de faire un service long, service court. Donc il faut chaque fois s'auto-discipliner par rapport à la difficulté qu'on a devant soi. Et ça, c'est la dose qui n'est pas seulement athlétique, qui est plus psychologique à mon avis. Tout à fait. Lorsqu'on est bien préparé sur le plan athlétique et autres, il faut maintenant avoir cette force mentale, pour affronter la difficulté qui se présente à vous. Et imaginez-vous que vous devez le faire seul. Parce que le jour de la compétition, vous avez des gens dans les refuges. Mais imaginez quand vous vous entraînez, vous êtes seul face à une forêt. Vous êtes seul face à une colline. Si vous faites un malaise qui vous accompagne, tout ça sont des éléments déclencheurs, soit de la panique,
soit de l'effort. C'est-à-dire que pour le gars du Nord-Ouest, comme tu disais tantôt, qui vient là pour réussir au monde, il voit l'enveloppe de cachet qu'il aura à la fin. Il se dit, ben, moi, je peux souffrir à affronter le froid, je ne sais pas quoi, le soleil. Je peux souffrir à grimper sur les roches, mais je sais que si j'ai réussi à être le premier, voilà ce que je vais gagner. Donc tout ça sont des éléments motivateurs qui sont non négligeables et qu'il faille prendre en compte. Mais je crois que les Camerounais ont l'outil et le mental pour ça. Voilà, peut-être pour sortir de ce sujet, Joël, une question qui est souvent revenue sur la portée même, disons, internationale d'une course comme l'ascension du Mont Cameroun. On s'est souvent interrogé, bon ok, on a organisé, ça s'est bien passé, on a des vainqueurs, etc. Et puis, c'est quoi la suite? Que deviennent nos athlètes, nos grands vainqueurs? Bon, la suite, on pouvait même avoir de l'espoir pour cette épreuve de montagne en Afrique. Parce qu'après le Cameroun, c'est le Nigeria aussi qui a essayé, à côté, à organiser quelques courses de montagne. Ouais. Donc, mais pour ces enfants-là, comme ces compétitions ne sont pas régulières, donc les athlètes camerounais qui sont, ils n'ont pas autre suite que de revenir parfois sur les courses sur route, telles que le marathon qu'on organise, soit au Cameroun, soit au Nigeria, soit à Djibouti, parce que depuis là, tous les marathoniens, ceux qui font les courses de grands fonds, vont toujours s'essayer au niveau de l'Éthiopie, tu vois, au niveau de la Corne d'Afrique. Voilà. Donc, mais pour dire qu'après ça, hein, je prépare encore tel... Non, c'est difficile. Le calendrier de courses de montagne au niveau international n'est pas encore programmé. Ouais. D'accord, on va donc rappeler le rendez-vous. La course en elle-même, c'est samedi prochain du côté de Boya, dans la région du Sud-Ouest. Et on va évidemment particulièrement suivre l'évolution de nos athlètes camerounais engagés dans cette compétition. Autre sujet au menu de cette émission, le Ballon d'Or camerounais 2024. On saura qui va succéder à Emmanuel Maop, notamment chez les garçons, le 28 février prochain, à l'issue de la cérémonie en elle-même qui va se dérouler du côté de Yaoundé. Hier, la Fédération camerounaise de football était face à la presse pour dévoiler les contours de cet événement. On fait le point avec vous, Olivier Bouzic. Ce sera le 28 février prochain que l'on connaîtra les successeurs d'Emmanuel Maop et Nga Manga, les ballons d'or masculins et féminins 2023. Face à la presse, ce mardi, le directeur de la communication de la FECAFOOT a décliné l'ensemble des catégories retenues pour l'édition 2024. Le ballon d'or masculin et le ballon d'or féminin. Ensuite, la révélation de l'année, qui est un prix qui sera décerné chez les garçons et chez les filles. Le meilleur entraîneur de l'année, également chez les garçons et chez les filles. L'arbitre de l'année, l'arbitre assistant de l'année, le soulier d'or, qui est donc le meilleur buteur. Ça, on peut déjà le connaître aussi bien à MTN et Lidouane qu'en Guinée Super League. Le meilleur gardien et, donc je l'ai dit, l'arbitre assistant de l'année. Il y a les prix mixtes. Le but de l'année qui récompense le plus beau but inscrit lors des compétitions de la Fédération camerounaise de football. Une trentaine de prix au total en course qui seront décernés aux vainqueurs suivant le règlement du Ballon d'Or et les trois principaux critères de sélection. Les performances individuelles et le caractère décisif du joueur ou de la joueuse, la performance collective et le palmarès et le fair play. L'article 5 nous donne en quelque sorte les personnes habilitées à déterminer le ballon d'or. Et dans le cas d'espèce, nous avons les capitaines et entraîneurs des clubs MTN Elite 1 et MTN Elite 2 pour le ballon d'or masculin et les capitaines et entraîneurs de la Guinée Super League pour le ballon d'or féminin. Donc nous avons 2 représentants par club qui vont se prêter à cet exercice-là. L'article 6 nous donne la composition du jury, c'est-à-dire les 2 représentants que nous venons de présenter par club.
Ils vont désigner 3 joueurs par ordre décroissant et tous les joueurs des championnats concernés sont éligibles. Le ballon d'or est donc attribué aux joueurs totalisant le plus grand nombre de points. Pour l'heure, l'on procède au filtrage des nominés au sein du comité d'organisation. C'est un travail de fond qui a été effectué par le comité local d'organisation et que dans quelques jours seulement, vous aurez une liste réduite de nominés, une liste très réduite de nominés qui sera encore réduite au fil du temps. L'objectif de la FECAFOOT est de récompenser les meilleurs acteurs du football qui se sont distingués au cours de la saison sportive 2024. Alors Jérôme Bangou, vous qui regardez évidemment l'évolution du championnat, le Ballon d'Or 2024, c'est le 28 février prochain. C'est vrai qu'on attend la shortlist des nominés, mais est-ce que vous avez peut-être je sais pas, un joueur dans le viseur que vous estimez que voilà, lui par exemple il mériterait être sacré le 28? Oui, mais avant de revenir à l'un des joueurs que je pressens, je crois que la fédération ferait bien de nous dresser une liste des nominés, afin qu'on puisse voir dans la liste qui frappe à l'œil, qui sortira de l'eau. Ça, c'est d'un. De deux, lorsque la fédération décide de simplement accompagner cet exercice par les entraîneurs et par les capitaines, et met à l'absence les journalistes, je crois que c'est pas très bien réfléchi, parce qu'il faut dire, à presque toutes les rencontres, les journalistes sont présents et eux ils ont l'œil aussi qui pouvoir tout simplement définir qui a été, je veux dire, le MVP du match. Donc à cela, moi, lorsque je vois la saison, évidemment, pour moi, Vitória United s'est bien comporté, le mien a fini champion. Et lorsque je vais au niveau de Vitória United, je vois Douala Nathan qui a fait belle prestation et qui s'est le mieux comporté. Vitória United qui a battu Union de Douala tout à l'heure, 2-1. Voilà, donc je crois que Vitória avec quelques bons éléments, quelques très bons joueurs. Donc pour vous, Nathan Douala est la révélation de la saison 2023-2024 pour moi, je crois. Ou alors peut-être que c'est le meilleur jeune. Les gars, si on dit s'il faut se faire fi de son âge. Donc voilà. Maintenant, il faut comprendre que le même joueur a eu beaucoup des antécédents aussi au niveau de la Fédé, avec beaucoup de choses, des polémiques et autres choses. Donc pour moi, c'est l'un des joueurs qui a plus suscité le regard des recruteurs et certains dirigeants de club au niveau, parce qu'il faut dire que lorsqu'on part jouer contre Vitória, on prête beaucoup plus attention à Douala Nathan. Et on a vu ici, lors d'une rencontre, il fallait déterminer le champion. Je crois que c'était un tournoi pour déterminer le champion. On a vu l'équipe du Stade Rennais de Melon. Et contre Vitória à la dernière minute, voilà, ça n'a pas fonctionné. Donc je crois que pour moi, mon dévolu est jeté sur Nathan Douala. Mais je dis, à ces ballons d'or, on se rend compte que lorsque vous avez eu le ballon d'or, vous disparaissez dans le bac. Toujours les ballons d'or ont disparu. Marou Souaïbou, aujourd'hui, depuis janvier, est libre de tout contrat. On a vu Mahop, depuis janvier, est libre de tout contrat. Ils sont allés où? Au Moyen-Orient. L'autre, Mahop, est à Oman, et l'autre est au Bahreïn. Mais ils n'arrivent pas à prendre un contrat de 2 saisons. Il faut dire que ça ne s'explique pas. Est-ce que c'est le choix? Parce que je disais aussi qu'on fait le choix sur des joueurs qui ont plus de la trentaine. Lorsque vous avez plus de la trentaine, sur votre licence, les organismes ne sont plus les mêmes. Donc il faudrait trouver la jeunesse. Parce que si on a dit que Douala Nathan était dans la même catégorie que Baleba à l'école des brasseries, et que lui, il est encore au Cameroun, ça fait plus de 3 ans que Baleba, ou 4 ans qu'il est côté de l'Hexagone, ça veut dire qu'il accumule très grand retard. Parce que lorsque vous arrivez en Europe avec un certain âge, je crois que rattraper les autres dans la compétition, ça ne devient pas facile. Parce qu'on a vu que Marou Souaïbou, lorsqu'il est allé à Kaisership, il n'a pas été tout feu, tout flamme, alors qu'il sortait comme ballon d'or. Et c'était l'espoir du Cameroun. Ça n'a pas donné. On a vu Mahop,
Ballon d'Or, ça n'a pas donné. Il est parti au Bahreïn, ça n'a pas marché. Donc je dis, il faudra vraiment regarder et suivre vraiment la trajectoire du Ballon d'Or plus tard. Nos Ballons d'Or ne sont pas... ne valent pas de l'or alors, si on suit un peu le raisonnement de Jérôme, Serge? Non, c'est pas ce que Jérôme dit, je pense. À mon avis, c'est que Jérôme essaye de nous dire que... Une fois qu'ils sont Ballon d'Or, après, à la suite de la carrière, c'est plus trop ça. Non, en réalité, le Ballon là où d'Or, on les attend justement. Le Ballon d'Or, en réalité, c'est le couronnement du meilleur joueur d'une compétition, sur une saison. Dans la suite, ça ne... Donc son âge, c'est ça. Pour ceux qui le nominent, ne regardent pas ça. C'est-à-dire ceux qui le choisissent ne tiennent pas compte des critères de l'âge. Ce sont des critères de performance. Maintenant, l'agent qu'il est, pour lui, voudrait que le meilleur joueur qui soit choisi au Cameroun soit plus jeune, vendable sur un bon marché. C'est ce que Jérôme veut dire. Je pense, Jérôme, c'est ça. Ça, c'est l'objectif pour lui, l'agent. C'est normal. Mais nous, qui voulons regarder, vous ou les journalistes qui voulaient regarder la compétition, ne voulaient pas qu'il y ait une sorte de discrimination parce qu'on voudrait privilégier quelqu'un. Je pense que lorsqu'on veut choisir le meilleur, c'est celui qui saute aux yeux de tous. Et je suis d'accord avec Jérôme. Déjà, avant de rentrer dans les manquements, il faut louer l'initiative de la fédération. Parce que depuis quelques années, on ne parlait plus de ces cérémonies-là. Tout à fait. Qu'ils reviennent aujourd'hui, pérenniser ça sur 1, 2, 3 années, je dis il faut louer l'initiative. Mais seulement, quand vous regardez bien, il n'y a pas une semaine qu'on a commencé à parler du Ballon d'Or qui va avoir lieu. Donc, on a comme l'impression que c'est un peu tiré par les cheveux. C'est même pour ça, à mon avis, j'ai suivi dans l'interview tout à l'heure la dame dire qu'on attend encore des votes. Bon, si on veut faire une cérémonie, n'importe quoi, dans quelques jours, à date, on devrait déjà avoir bouclé d'abord le vote au moins des acteurs. On a moins 10 jours déjà. Quitte à ce qu'on attend, c'est un vote qui soit des votes électroniques. Et c'est là que je suis d'accord avec Jérôme sur l'implication, la non-implication des journalistes. Parce que partout où c'est sérieux, ce sont des gens qui font des reportages, suivent les footballeurs presque partout, et il est normal qu'ils aient un avis à donner. L'autre chose que je voudrais maintenant, sur le plan purement technique, faire observer après avoir suivi le directeur à la communication, c'est pas seulement la commission qui doit choisir le Ballon d'Or. Encore que sur les feuilles de match, regardez bien à toutes les rencontres, on a des capitaines qui coachent les meilleurs joueurs de leur équipe adverse. Je pense que si la fédération se donnait le droit à chaque fois de publier ces résultats-là au quotidien, il y aurait une objectivité. C'est-à-dire qui sauterait aux yeux de celui qui a eu le plus de voix. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Je vais faire une petite transgression rentrant dans l'arbitrage. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec la CCA et la direction de l'arbitrage. On voudrait qu'un arbitre, lorsqu'il a fait un match, la note qu'on lui a donnée au niveau de la commission soit connue et qu'on puisse dire sur la saison régulière, il a eu tel nombre de notes. Donc par conséquent, vous ne pouvez pas venir à la fin de l'année raconter une histoire sur lui. Je pense que si on le fait pour les footballeurs, c'est-à-dire ceux qui ont des bonnes prestations tout le temps, on ne serait pas en train de demander à Jérôme le meilleur joueur pour toi, c'est qui? Vous me demandez ça, je ne répondrai pas parce qu'il faut bien savoir que les acteurs eux-mêmes sur le terrain, avec leurs entraîneurs, ils vivent le match. La perception que vous avez en regardant devant un petit écran, c'est une chose. Maintenant, quels sont les critères pour voir qu'un joueur est bon ou pas? Tout ça, tout le monde n'a pas la formation requise pour. Pour l'entraîneur, c'est peut-être celui qui exécute le mieux les instructions qu'il a données. Pour le spectateur, c'est celui qui lui offre le plus de spectacles possible. Donc, tout ça, vous voyez que ça devient relatif selon les contextes. Et c'est pour ça qu'en mettant tout ce monde ensemble, forcément, on ne va pas avoir peut-être celui qui va être d'accord, on va pas être d'accord sur lui totalement, mais au moins il aura le maximum de l'ascension de ceux qui auront choisi. Et je pense qu'avec ça, on aura les moyens de dire aux gens, objectivement, voilà ce qui a permis de sortir celui-là du chapeau. Donc, et je suis très embêté quand Jérôme dit que les 2 précédents Ballons d'Or sont dans la nature, sans boulot. Mais j'aimerais toujours que les gens comprennent que quand on ne peut pas réussir, on revient chez soi. On revient chez soi. Ailleurs, vous allez voir dans les pays sérieux, ce n'est pas tout le monde qui cherche à partir. Vous avez vu les Camerounais partent au Canada tous les jours, mais ce n'est pas tout le monde qui partira du Cameroun. Il faut bien qu'il y ait certains qui restent pour bâtir le Cameroun, sinon après, le Cameroun appartiendra aux étrangers. Non. Donc moi je pense que si vous êtes Ballon d'Or chez vous, à un certain âge,
Même si une pige à l'extérieur vous tente, il est important plutôt pour la fédération, ce que nous souhaitons, c'est qu'on restructure le foot tel que soit rentable pour ces enfants. Quand si un enfant joue ici, il gagne, je dis n'importe quoi, 400 000 francs le mois, mais ne me dites pas qu'il est mal payé par rapport à l'environnement. Mais s'il doit toucher un 200 000 qui tombe une fois tous les 3 mois, il est mal payé. C'est pour ça qu'il doit s'exiler dans un championnat au Bangladesh ou quoi. Jérôme, tu sais où vous amenez souvent des enfants, parfois ils ne mangent pas. Bon. Pour ça, je suis très bien d'accord avec vous. Parce que ce que vous dites là, c'était ma pensée. Oui. C'était ma pensée. Tu es ballon d'or, pourquoi toujours sortir? Voilà. On a vu le feu Théophile Abega. Ballon d'or au Cameroun, ballon d'or au Cameroun, ballon d'Afrique, et après ça, on l'a sollicité à Toulouse, je crois bien, à Reims. Ouais. Arrivé là-bas, ça n'a pas donné. Il est rentré au Cameroun jouer. Et quand il est rentré, je crois qu'il a toujours apporté ce qu'il a apporté au peuple camerounais. Je crois que c'est la situation de misère en fait qui dérange. Quand vous regardez à l'Afrique du Nord, Jérôme, vous pensez que le joueur obligé de s'exporter? Jamais. Il joue chez lui. Oui. Quand vous regardez en France, vous voyez combien de joueurs français sortent de chez eux? On va dire que c'est un des grands championnats, oui, mais combien sortent de chez eux? Il y a des joueurs là qui sont des tauliers, c'est-à-dire ils vivent dans le club, ils sont là comme ça, ils ont des salaires mini, là, ils restent là, ils vivent la vie. Donc, je pense que l'idéal, bien le rêve camerounais, c'est d'arriver à avoir tous les salaires minimum à 500, 400, 500 000 par joueur. Si on réussit à ça, on n'a pas besoin de sortir. C'est automatique. Donc, c'est peut-être cette précarité qui crée les désordres qu'on voit. Emmanuel Maroc, quand vous le voyez, c'est un ancien gardien de but. Il s'est converti en avant-centre. Il a fait une saison époustouflante. Il est ballon d'or. Il va, même comme vous dites. Vous pensez qu'en un laps de temps comme ça, il va réussir? Non, c'est pas. Il faut un temps d'intégration. Alors peut-être en restant ici, il aurait pu jouer je ne sais pas où, dans un club, si on avait la rémunération nécessaire pour lui donner le confort qu'il fallait et qu'avec son titre de ballon d'or, déjà la première ouverture qu'on doit donner à nos ballons d'or, c'est la sélection nationale. Oui. Quand les choses sont faites normalement. Quand les choses sont faites normalement. C'est votre combat, ça. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre ces gens qui ont pour mission de sélectionner ces joueurs en marge de ce qu'on est en train de faire. Parce que quand on parle des entraîneurs seulement des clubs, j'ai dit non. Même les sélectionnés de l'équipe nationale. Vous pensez que si les sélectionnés de l'équipe nationale étaient impliqués au choix du ballon d'or, ils choisiraient le pied des joueurs? Parce que le joueur qu'il a choisi, il soit capable, lui, de l'utiliser. Oui. Maintenant, s'il a comme impression que c'est du folklore, s'il a comme impression que vous faites de la prestidigitation, mais n'attendez pas de lui qu'il appelle l'un comme ça. Voilà. Donc voilà autant de choses pour moi qui rentrent dans cette initiative qui est louable, mais qu'il faille encadrer et rendre objective aux yeux de tous. Voilà. Alors, on va donc évoluer et rappeler évidemment que la cérémonie, c'est le 28 février du côté de Yaoundé. Alors, avant de refermer cette première partie de l'émission, on va peut-être rapidement commenter sur ces images envoyées par Thierry On depuis Yaoundé. Ce mercredi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a donc reçu les membres du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, le commerce qui avait justement souhaité avoir une audience avec le patron des sports au Cameroun. On les voit arriver au niveau du ministère des Sports aux environs de 14 heures tout à l'heure. Et après, rien n'a filtré, c'est un huis clos, rien n'a filtré de cette concertation, mais la première vice-présidente Céline Eco, à la fin, a affirmé que le COMEX avait été très très bien reçu par le ministre des Sports. Elle n'a pas donc souhaité revenir en détail sur ce qui a été dit, mais on regardait quand même Serge Kamdemkwam, ces images-là, on peut peut-être spéculer, on devrait s'attendre à quoi quand le COMEX sollicite une audience auprès du ministre des Sports? Je vais déjà ici afficher ma surprise heureuse que le ministre ait cédé à cette demande. Parce qu'en réalité, de mémoire quand même de sportifs, j'ai jamais vu tout un comité exécutif demander à voir le ministre. La fédération, qui est une association, écrit et
par la voie la plus autorisée qui est son président généralement, pour dire au ministre on demande une audience chez vous et on vient vous voir, c'est lui qui vient voir. Mais surtout un comité exécutif se déplace, vous voyez que c'est délicat et peut-être c'était important qu'ils se déplacent tous pour qu'il n'y ait pas peut-être des éclats de voix et tout ça. Mais j'ai vu un communiqué signé par la première vice-présidente elle-même et c'est elle qui a conduit cette délégation. Donc ça c'est la première chose qu'il faut faire remarquer. La deuxième c'est ce silence à la sortie des travaux. Moi je veux plutôt prendre du recul pour dire peut-être c'est une prise de conscience collective dans cette envie de fonctionner à l'unisson. Je préfère positiver. Parce que nous remarquons que malgré le fait que les Lions indomptables ont gagné pour se qualifier pour la CAN, malgré ce qu'on entend de part et d'autre concernant notre sélectionneur par rapport à certaines plaintes qu'il a, ou bien des éclats de langage qui tiennent souvent, tout ça sont des choses à planir. Et je pense que le comité exécutif est venu peut-être donner une position. C'est peut-être l'occasion donner une position là-dessus. Peut-être inviter le ministre à les aider à faire qu'il y ait une accalmie globale. Soit on peut que faire des suppositions jusqu'à ce qu'il y ait un communiqué officiel. Mais notre vœu, personnellement, pour moi, c'est que derrière tout ça, le foot camerounais soit davantage grandi. Rien ne peut se faire sans que les hommes ne se parlent. Quel que soit le degré de différents qu'ils peuvent avoir, vous pouvez ne pas vous aimer, mais comme vous êtes dans le même domaine, vous devez collaborer. Et je pense que c'est ce qui se passe là. Je dis bravo au ministre parce qu'au moins, il n'est pas resté fermé parce que ce n'était pas le président de la fédération qui a écrit. Elle a reçu ceux qui l'ont sollicité. C'est son devoir de ministre de le faire. C'est lui qui gère le sport. Il les a écoutés. Je pense que le comité exécutif lui laisse la primeur de la communication, de l'information. Moi, je pense que c'est aussi ça le respect de la hiérarchie. Et nous allons attendre, tout en espérant, comme j'ai dit, que ce qui sortira de là va être assez édifiant et dans l'intérêt de notre football. Jérôme, vous avez la même grille de lecture que Serge? Ah oui, ben, je crois qu'il a dit l'essentiel. Hein. Mais moi, j'ajouterais quelque chose dans ses propos en disant que ça entre dans la ligne du discours du chef de l'État du 10 février. Il souhaitait cette union, cette symbiose entre... L'appeler à la responsabilité de tous les acteurs. Voilà, donc, voilà, il y a des échéances futures qui arrivent déjà dans quelques jours, au mois de mars. Donc il serait toujours sage de se mettre ensemble et de penser vers la même direction. On a malgré tout pu se qualifier pour la Coupe d'Afrique du côté du Maroc. Il y a les échéances du mondial qui arrivent. Donc on souhaiterait aussi se qualifier de ce côté-là des États-Unis. Donc se mettre, s'accorder, avoir un même langage sera la bonne chose, ce que l'ensemble des Camerounais attendent. Parce qu'il faut dire qu'à chaque fois qu'il y a des guerres entre le ministère et la fédération, je crois que ça s'arrange pas. Donc, espérons qu'ils se soient accordés et qu'ils se sont dit vraiment des choses qui, plus tard, donneront satisfaction à l'ensemble des Camerounais. Alors Joël, pour vous, quand vous regardez, comme on a vu sur ces images-là, quand vous regardez un scénario pareil, quelle est peut-être la symbolique selon vous? Oui, ça franchement, la manière dont ils sont arrivés et le pas qu'ils avaient... ils sont, bon, on revoit encore ces images, merci à Adonis Diamel. Le pas était lent. Ils étaient soucieux, comme monsieur le dit. Je sentais en eux qu'ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Et suite à ces problèmes-là, l'audience demandait au ministre des Sports, c'était peut-être pour trouver la solution. C'est le comité exécutif qui s'est déplacé sans son président. Oui. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Bon, si c'était le président lui-même qui demandait cette rencontre, vous savez, depuis là, on joue au ping-pong, on se renvoie les balles à tous les coups. Ça, franchement, il ne devait pas y avoir cette réunion. Mais on a dit, bon, Madame Eko, essayez. Moi, j'ai la médiation. Essayez, allez-y, et puis on va voir ce que ça va donner. Et comme le frère l'a si bien dit tout à l'heure, lors du message du chef de l'État, que ce qui arrive là, arrangez ça. Je ne veux plus qu'il y ait de problème. Arrangez ça.
Et lui-même, le chef d'État, s'adressait aussi au ministre. Il s'adressait au ministre, il s'adressait au président de la FECAFOOT, puisque ce n'est que dans cette fédération, il y a ligne de sport qui a des problèmes. Partout ailleurs, ce n'est pas la même chose. Il y a aussi des problèmes dans d'autres fédérations. Peut-être d'autres natures, mais il y a des problèmes. Voilà. On a 2 fédérations de volleyball jusqu'à présent. Bon. Voilà. Ça ne va plus. Ça ne va plus. Là, la FECAFOOT. Ça ne va plus. Là, au ministère des Sports. Donc, allez m'arranger ça. Peut-être le président Eto'o a dit, je n'écris pas. Je ne demande pas la réunion. Et là, maintenant, c'est chacun qui hausse les épaules et regarde l'autre. Ça allait changer quelque chose si c'est lui-même qui avait pris les devants, le président de la FECAFOOT lui-même. Je doute bien que ce monsieur, il ne pouvait pas accepter les recevoir. Le ministre? Oui. Si ça avait été le président de la FECAFOOT? Oui. Mais dans tous les cas... On les a vus se parler à la finale de la Coupe du Cameroun récemment. Si le président avait des projets... Je voulais comprendre les motivations. Oui. Pourquoi il ne veut pas? En fait, c'est une supposition. Oui, non, j'ai dit pourquoi. J'ai dit la guerre là est encore là. La guerre là est encore là. Puisqu'on monte d'autres personnes contre le ministre, on monte d'autres contre la FECAFOOT et tous ceux qui travaillent tout autour de la FECAFOOT. Ces derniers temps-ci encore, les engueulades, Eto'o et Marc Brice, ça sort encore d'où? Pourquoi vous poussez même les tout petits enfants à entrer dans cette danse-là au lieu de chercher à grandir dans ce qu'on doit faire? Il a bien dit, on est passé, la CAN, c'est bon. Maintenant, le mondial, qu'est-ce qu'on va faire? Et même le mondial, on le regarde, même la CAN, sur laquelle on est qualifié là, comment est-ce qu'on va préparer ça dans les meilleures conditions? Voilà. Nico et tout ça. Donc, essayons de ramener tout ce monde-là sur le même plateau et qu'on ait une même direction sur ce qui doit arriver. Puisque là, maintenant, le futur, c'est quoi? Le futur, sont ces 2 grandes compétitions-là. Le futur, c'est quoi? C'est de réorganiser cette fédération avec les présidents de clubs pour que les acteurs de football, ces enfants, puissent avoir leur argent comme il se doit. C'est ça. Je reviendrai peut-être sur certains présidents de clubs aujourd'hui. Je vous assure, ne paye pas les joueurs. Je vais taire les noms. Ne paye pas les joueurs comme il se doit. Quand un président de club doit attendre peut-être 2 mois, d'autres vont jusqu'à 4 mois, ils ne perçoivent pas le petit salaire. 200 000 francs qu'on doit te donner à la fin du mois, tu ne reçois pas. D'autres 100 000 francs, tu ne reçois pas. Tu attends 2 mois après, on vient te tendre 100 000. Vous, président de club, vous, président de la fédération, vous-même, vous deviez vous asseoir d'abord et voir la chose au clair. Et puis, la tutelle, on va voir ce que ça va donner. Actuellement, l'équipe nationale n'appartient plus à la FECAFOOT. Même comme on dit que dans le... Oh, autant pour moi. Dans les textes. Dans les textes, une équipe nationale appartient à l'État, parce que c'est l'État qui doit subventionner l'équipe nationale en toutes choses. Mais la partie technique appartient à la fédération. Et même si le volet technique là, si on ne vous l'accorde pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je vais revenir sur quelque chose là, ce qu'on est en train de faire au Cameroun aujourd'hui. Notre frère a été victime de ça dernièrement en Centrafrique.
que l'État a dit c'est nous qui allons faire, comme au Cameroun. Ah oui, Rigobertson. J'ai dit comme au Cameroun, c'est nous qui allions faire. La fédération aussi est restée sur les textes que non, sans nous, vous n'allez pas le faire. Si ce n'était pas votre convention que la FEDA avait signée avec le ministère, le ministère ne serait pas en train peut-être de faire la guerre avec la FECAFOOT. Peut-être, peut-être pas. Voilà. Alors, pour terminer, Serge, on se rappelle que récemment, il y a des clubs qui avaient saisi le ministre des Sports, qui sont de voir un peu plus clair sur la question de subvention. Et on se rappelle justement que cette affaire de convention de 2015 avec la FECAFOOT et le ministère, la FIFA, dans la crise à rebondissement qu'on a vu, la FIFA avait demandé à ce que cette convention soit révisée le plus tôt possible. Est-ce que peut-être aussi l'audience que le ministre accorde à au comité exécutif de la fédération pourrait être le lieu, pourquoi pas, de réfléchir sur ces différentes questions-là? Ce que tu poses là est important, même essentiel. C'est-à-dire si la convention a des problèmes au niveau de la FIFA, surtout pour une fédération qui veut son autonomie de fonctionnement, ça peut être le moment pour l'exécutif de poser le problème. Mais le problème que moi j'ai personnellement, c'est soit le président de la fédération est empêché et mandate ses membres à venir le faire, mais je pense qu'un débat pareil ne saurait se faire sans lui. Parce qu'il va de l'autonomie de chaque structure. Et pour aller dans le sens du grand frère Joël, qui met l'argent doit avoir le pouvoir. Et je me rappelle que sous le président Yahya Mohamed, la fédération voulait une autonomie qui frisait l'indépendance. Ça veut dire qu'elle était même prête à mettre les moyens. On ne la lui a pas permis. Seulement, ce qu'on avait fait de bien, c'était de sortir les textes actuels jusqu'à ce que la normalisation vienne pour un ancien ministre des Sports, paix à son âme, nous imposer cette convention. Donc la convention a été signée avec quelqu'un de l'État, avec l'État, qui engageait la fédération. Vous comprenez? Mais on ne l'a pas contesté. Ce qui me gêne encore, c'est que cet exécutif-ci, dès son arrivée, a exploité cette convention. Pour la première fois dans l'histoire du PAL, sous le contrôle de Jérôme, on n'avait jamais, avant l'exécutif actuel, nommé un sélectionneur par un décret venant de l'État directement. Généralement, même si l'État avait pesé de tout son poids, on laissait le soin à la fédération de choisir, de désigner, même si c'est lui qui a recruté. Mais ce qui se passe, regardez pour notre Rigobertson. Mais c'est une note du ministre, secrétaire général de la présidence, qui le met avec un staff. C'est parce qu'à l'époque, ça marchait bien. Et quand vous regardez pour Marc Brice, c'est la même chose. Pourquoi ce qui a marché hier ne marcherait pas aujourd'hui? Voilà la grande question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé entre le moment où on a nommé Rigobert, le moment où on a nommé Marc Brice, par rapport à l'environnement? Rien. Donc vous voyez qu'on aurait dû contester cette convention dès le départ. C'est pas lorsqu'on ne veut plus flirter avec son ami d'hier, ça c'est ma lecture, qu'on va dénoncer l'élément par lequel on a imposé un Rigobertson à un ministre à l'époque qui pensait qu'il va garder Conceição. Rappelez-vous bien. Vous savez, les faits sont têtus, mais ils sont sacrés. Et c'est en ça que je dis, lorsqu'on a la carrure, l'image de l'icône pour le foot camerounais aujourd'hui, c'est une chance même pour l'Afrique tout entière d'avoir eu un footballeur de ce rang-là. C'est une icône hors pair. Quand il touche à quelque chose, ça doit briller. C'est en ça que nous, on se trouve mal de devoir apprécier ou bien voir qu'on tire au trait de son image dans n'importe quoi. Mais maintenant, lui, il doit être conscient du fait que chaque fois qu'il va toucher à quelque chose, il doit prendre le maximum de précautions pour être, légaliste, pour servir de référence, parce que lui, il est un exemple pour la société, de façon à ce que même le dernier de nos enfants à la maison, quand il regarde, quand il voit que c'est le nom Samuel Eto'o qui est mêlé à ça, qu'il sache que c'est un truc qui est limpide dans son environnement. Malheureusement, je crois qu'il y a encore beaucoup d'efforts, même peut-être pour ceux qui l'entourent, pour qu'on assainisse cet environnement-là. Donc, tout ça mis ensemble, il y a beaucoup d'interrogations toujours autour de ce qu'il fait. Comment vous pouvez comprendre qu'on ait montré des images où hier,
il était au stade au match, que le comité exécutif a demandé à rencontrer le ministre à une date qu'il c'est vrai que le ministre a peut-être donné le OK pour ce matin ou bien pour hier, pour une réunion aujourd'hui. Peut-être que son agenda est tellement chargé qu'il n'est pas là. Ça, mais je pense que c'est un problème de communication. Vous comprenez? Et c'est là mon problème avec la fédération actuelle. C'est un problème de communication. Ça dit de dire, OK, par rapport à la sollicitation du comité exécutif, monsieur le ministre a marqué son accord, mais pour telle raison, le président n'est pas là. Tout le monde verrait qu'il y a une volonté de faire ensemble, mais pour des raisons évidentes, il n'est pas là. Mais quand c'est perçu encore comme c'est là, où on voit seulement que c'est madame la vice-présidente qui a écrit et courrier, a demandé l'audience, il va avec le comité exécutif sans qu'on ne sache pourquoi il le fait en lieu et place de son président. Même si on n'a rien contre le président, même si on n'a pas des arrière-pensées, imaginez-vous toujours que dans le fort intérieur, il y a toujours comme un manquement. Et ce manquement-là, il fallait l'évacuer par une communication. Une communication simple, voilà. Ça, c'est ma lecture. Je peux me tromper, mais oui, vraiment... Voilà pourquoi moi je vous ai dit que ça, c'est trop... Hein? Je m'inquiète trop. C'est ça qui vous inquiète d'ailleurs. Ouais. Voilà. Pourquoi, est-ce qu'il fallait qu'on s'inquiète en réalité? Pourquoi le chef n'est pas là? Donc, espérons forcément que, comme c'est déjà dit, son agenda peut-être, entre guillemets, ne lui est pas donné le temps d'être présent. Donc, s'il a déjà donné le pouvoir à son vice, à Madame Céline, de faire ce courrier, d'être tête de délégation, bon, c'est vrai que ça devient pertinent par rapport à sa présence, parce que quand même, c'est celui qui est à la tête de la fédération. C'est sa voix qui compte. Et ça fait aussi que son absence suscite toujours des polémiques, c'est-à-dire chacun pourra penser comme il pense. Et voilà, chacun pourra dire tout ce qu'il peut dire. D'accord. Oui, Joël, et puis on passe au débat. Le comité exécutif de la FECAFOOT, je crois que ce bureau rencontrait le ministre pour parler football. Nous supposons aussi. Nous ne Hein? connaissons pas encore. Pour parler football. Est-ce que la suspension des taux par la FIFA, où on a dit qu'il est suspendu de toute activité de football, ne pouvait pas aussi le mettre à l'écart de cette réunion? Non, il n'est pas suspendu. On avait levé ça. Ça, c'était avec le président de la fédération n'est pas suspendu de toute activité. Voilà. Non. Pas du tout. Il est interdit de stade pour les matchs Ah oui, un octobre. Oui, là, c'est un peu une rencontre. pour une période donnée. Voilà. Ça n'a rien à voir avec Qui est en les train de réunions. tirer à sa fin déjà. Ça n'a rien à voir avec les réunions. Voilà. Donc administrativement, il est président de la fédération, il gère les réunions des comités, il gère les réunions de l'Assemblée nationale. Donc il peut, s'il le souhaite, ou bien si son agenda le permet, accompagner son exécutif dans toute réunion qui va dans le sens de construire. La preuve, c'est qu'il assiste à l'Assemblée dans la CAF. Si à la FIFA même qu'on invite, il va venir. Donc, vous voyez que c'est une question que vous avez posée, mais je voulais rebondir pour conforter encore Jérôme. Il peut ne même pas être là. Mais mon problème, c'est le sens même de ce qu'on donne à son absence. Sinon, la polémique, comme vous avez dit, reste. C'est-à-dire, on a toujours l'impression que les gens peuvent sortir même de là, venir avec une résolution qui dit, pour moi, je ne suis pas d'accord avec. Vous faites quoi alors que vous n'êtes que c'est les adjoints. Vous ne pouvez pas décider. Donc le ministre, lui, vous voyez que là, ça reste comme une situation qui est inachevée. Alors que quand le responsable lui-même est là et que vous faites une réunion ensemble, ce que vous dites là, si vous concluez quelque chose, ça veut dire que c'est acté. Mais quand ce sont des commissionnés qui viennent pour une mission, il faut qu'ils aillent encore rendre compte. Absolument. Absolument. Le ministre à son tour peut dire, oui, bon, je vous envoie mes directeurs, vous faites ça, après on va s'asseoir en tant que président, on va... un peu comme les chefs d'État, quand ils ont un sommet, les ministres travaillent, et quand ils viennent s'asseoir, c'est pour parapher ce qui est terminé. En tout cas, on aura l'occasion de revenir sur cette rencontre. On aura l'occasion de revenir évidemment sur cette rencontre dans nos prochaines éditions. On va tout de suite passer au débat avec une thématique ce soir qui concerne les soupçons de fraude sur l'âge des joueurs camerounais âgés de moins de 17 ans. Vous le savez, la ville de Douala actuellement abrite le tournoi Unifac U17 depuis dimanche dernier. Et je le disais tantôt, avant même le coup d'envoi de cette compétition, l'entraîneur de la République centrafricaine,
africaine étaient montés au créneau pour dire que les Camerounais, les joueurs camerounais n'ont pas 17 ans. Et la polémique a continué. Match d'ouverture dimanche dernier, le Cameroun s'impose face à la RCA 9-0. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur revient encore là-dessus. Il estime que les rapports de force n'étaient pas les mêmes. Dans la foulée, on a vu la Fédération centrafricaine de football sur sa page Facebook relayer également cette position de son entraîneur. Ce qui a suscité donc la sortie de la Fédération camerounaise de football qui a donc dénoncé et condamné les allégations de la Fédération centrafricaine de foot. On va, avant peut-être de poser la question à nos différents invités pour essayer de comprendre ce qui se passe, vous proposez d'écouter de revenir sur cette conférence de presse d'après-match de l'entraîneur de la RCA, et vous aurez aussi la réaction d'Aloum Seydou, l'entraîneur du Cameroun, sur cette question-là. On les écoute. Et je pense que pendant la première conférence de presse, je vous disais que par rapport à la compétition, c'est pour les U17. Et vous voyez que tout le monde a vu le match. Et le rapport de force ne sont pas les mêmes. C'est ce qui différencie le match. Vous avez vu, les rapports de force ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi, vous voyez, on ne peut rien faire puisque il y a les tests IM qui sont passés. Et c'est véritablement ces joueurs-là qui ont passé les tests, point d'interrogation. Et aussi, on ne peut que s'en tenir aux résultats. Parce que dans un match de football, obligatoirement, il va y avoir un gagnant et obligatoirement un perdant. Vous voulez bien que je réponde à cette question-là à partir du moment où il y a des organisateurs de tournois? Donc mes joueurs, ils ne sont pas jeunes. Ah ouais, mais ça c'est pas mon problème. Le problème, il est où? Il faut que, parce qu'on est en train de voir ça dans les réseaux sociaux, c'est pas normal. On est une équipe, on est au Cameroun, il y a une organisation et c'est à nous, les éducateurs, de passer un message, par exemple, aux gens pour qu'ils comprennent ce qui se passe exactement. Pourquoi je dis ça? Au départ, il y a une organisation. L'organisation, c'est quoi? L'organisation de compétition demande à tous les pays de faire une organisation. Si la RCA ou bien le Gabon organise le tournoi, nous allons participer. Mais comme on a la chance d'organiser ces tournois chez nous, on a suivi, comment on appelle ça? Il y a des centres des IRM qui sont agréés, et nous, ça nous a permis, comme on est sur place, que ce soit notre gouvernement ou bien la FECAFOOT, nous a permis d'aller faire les tests IRM avant avec les enfants qu'on avait. Et l'organisation nous permet d'avoir le stade 5. Et nous, on s'est limité même au stade 4. Et comme les pays voisins, ils n'ont pas cette chance-là, parce qu'ils ne organisent pas, ils sont arrivés peut-être le 10, je dis n'importe quoi, et arrivés ici, ils n'ont pas le temps de le faire. Ils sont obligés de venir qu'avec le joueur qu'ils ont seulement regardé et ils ont ramené. Nous, c'est cet avantage-là aussi qu'on a utilisé quelque part, parce qu'on est chez nous et on a le centre agréé pour pouvoir amener nos enfants faire les tests IRM. C'est ce qui a été fait. Et après l'organisation est là pour valider qui est éligible ou pas. Donc on va dire ça comme ça, que de dire aux gens que non, tel il est vieux, tel il n'est pas vieux. À la fin, quand l'organisation est venue, ils ont fait des tests IRM. Nos joueurs, ils sont présents, c'est pour cela qu'ils sont là. Donc peut-être c'est toute la différence avec les autres équipes. Parce qu'ils ne pouvaient pas prendre n'importe qui ils amènent à partir du moment où ils n'ont pas le choix. On va dire ça comme ça, ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont obligés d'arriver ici pour faire les tests IRM dans les centres agréés. Donc c'est ça qu'il faut que les gens sachent. Parce que si on fait ça, vous êtes en train de traumatiser aussi mes enfants. Ils sont là pour s'amuser, c'est une organisation pour eux. On n'est pas là pour discuter l'âge des enfants et tout ça.
Voilà un peu pour ces réactions des entraîneurs centrafricains Darlin Boulengue et Aliou Seydou du Cameroun. Je vais commencer par vous, Serge Kamdemkwam. On a écouté cette polémique-là qui a démarré même avant le début de la compétition. Et aujourd'hui, la fédération centrafricaine qui prend le relais, la FECAFOOT évidemment qui réagit. En conférence de presse aussi, avant le match Cameroun-Gabon hier, on a écouté ces propos d'Aliou Seydou. C'est une situation qui a aussi un impact même au niveau de ces joueurs. Vous avez l'impression que l'entraîneur centrafricain a joué la carte de mauvais perdant, ou alors peut-être ce qu'il dénonce pourrait être une réalité? Je pense que c'est d'abord quelque chose d'assez délicat. Il est tout à fait possible que cela se concrétise dans le futur. Vous savez que les problèmes d'âge chez nous sont des problèmes qui ont émaillé pendant longtemps notre façon de faire. Mais il faut retenir et mettre à l'actif de l'exécutif actuel, même ceux qui ont été avant lui, cette volonté d'assainir. Ne pas le dire ne serait pas honnête. Il est important de reconnaître que les ne pas le dire ne serait pas honnête. Alors, le football jeune dans son ensemble, quand vous regardez cette volonté pour la fédération de toujours insister sur le fait d'aller faire les cartes nationales d'identité aux jeunes au Cameroun, c'est parce que si vous y allez et que vous avez un problème de double identité, naturellement, le problème va se poser au vu au su de tous. Or, nous savons que dans les années antérieures, ça commençait même par les éducateurs eux-mêmes. C'est-à-dire quand vous aviez un enfant qui avait du talent, qui était peut-être dépassé par sa catégorie, vous alliez être le premier à dire aux parents d'aller tronçonner son âge, on faisait un nouveau papier et tout. Mais je pense que depuis un temps, tout ça est révolu. Plus encore, quand on parle de l'organisation, quand je suis le coach Seydou du Cameroun, l'UNIFAC a sa structure médicale. Et cette structure, pour ce qui est des championnats U17, particulièrement des compétitions U17, utilise l'IRM. L'IRM, c'est une science, une technologie scientifique mise en place pour déterminer l'âge osseux. C'est vrai que ce n'est pas parfait à 100%, mais au moins le rayon autour duquel on se situe est acceptable. Alors, il y a quelque chose que le coach camerounais a dit qui est pertinent. Le Cameroun a la chance en Afrique centrale d'abord d'être au centre en matière d'infrastructure. C'est lui qui organise la compétition en plus. Donc s'il a même sélectionné 100 jeunes au départ, en se fiant à la morphologie qui lui sied par rapport aux âges que les éducateurs lui présentaient, il a eu tout le temps, avec l'administration de la fédération, de passer ses joueurs à l'IRM pour ne prendre à l'arrivée que ceux qui cadrent avec le profil dont il a besoin. Tout à fait. Il a eu tout ce temps-là. Est-ce que les autres ont eu la même chance? Je ne peux pas savoir. En RCA, nous savons que pour venir pour une compétition comme ça, c'est un sacrifice énorme. Et je pense déjà que l'État centrafricain ayant consenti à tous ses moyens avec la fédération, le coach est venu sûrement avec le peu de joueurs qu'il avait sur la main et qui, pour lui, estimait être des joueurs de 17 ans au moins et qui pouvaient venir jouer. Donc, pour lui, pour moi, il juge morphologique. On ne juge pas les gens par l'apparence. Non. On peut avoir des gens petits de corps avec des petits âges, comme on peut avoir des gens petits de corps étant âgés. Parfois, on a des gens grands de corps, mais pas grands forcément en âge. Quand vous regardez en Occident, regardez-moi les championnats jeunes en Occident. Parce que quand l'alimentation qu'on donne à un enfant préparé pour être footballeur de haut niveau, c'est au profil qu'on veut de lui à l'arrivée. Donc, il ne faut pas qu'on vienne aujourd'hui nous auto-flageller dans une histoire non-sens. Pour moi, ça, c'est un non-événement. C'est même pas fair play. Et comme l'a dit le coach, n'allons pas perturber des jeunes qui sont en quête de réussite, d'épanouissement, avec des histoires qui ne sont pas liées à eux. Qu'est-ce que le jeune Camerounais qui est dans cette sélection a fait de mal pour être sélectionné là si l'IRM a révélé qu'il pouvait y être? Maintenant, entre guillemets, j'espère que c'est parce que la RCA essaye de nous dire que les amis IRM sont truqués. Parce que ça, c'est en filigrane ce qu'on veut démontrer. Et c'est là, à eux d'apporter la preuve.
Ouais. Parce que ce qu'on veut dire dans le subconscient des gens, c'est un peu comme si on voulait se comporter comme si vous faites l'examen IRL, IRM. Ce n'est pas le même enfant qui joue qui est passé. Est-ce possible? Donc, vous comprenez que vraiment, si l'équipe du Cameroun a fait peur à la RCA, d'abord par le score, on a vu, ce sont les enfants qui sont amusés, 9-0 dans un match de foot, c'est pas trop donné, mais on sait que chez les jeunes, c'est possible. Parce que chez les jeunes, la force qu'ils ont, la vitamine qu'ils dégagent, la vivacité, la volonté de se faire plaisir, ils le font sans réfléchir, avec des erreurs aussi souvent un peu bizarres. N'importe quoi peut arriver. Il suffit d'un peu d'inattention et après, le dégât il est constaté. Donc si vous prenez 2 buts en 5 minutes, c'est normal que sur le plan mental, les enfants plongent. C'est ce qui s'est passé avec la RCA. Ils ont pris 2 buts en 5 minutes. Et après, c'était une balade pour les Lions. Maintenant, si sur le plan athlétique, les Camerounais sont plus forts qu'eux, la faute n'est pas à ces enfants-là. Je crois que la faute revient au Centrafricain n'avoir pas pris les joueurs dans la morphologie qui sied. Et la force revient au Cameroun d'avoir fait une sélection en projetant pour la compétition qui va suivre. N'oublions pas que dans cette compétition, et ça il faut louer l'initiative de la FIFA et de la CAF, contrairement aux années antérieures où on jouait pour avoir seulement les qualifiés pour la CAN, peut-être le premier qui devait aller pour la CAN, aujourd'hui on joue pour avoir 10 qualifiés pour la Coupe d'Afrique de leur catégorie. C'est-à-dire qu'on a fait une promotion dedans qui donne plus d'intérêt. Et quand vous allez à la Coupe d'Afrique, les 3 meilleurs vont probablement aller à la Coupe du Monde. Donc vous voyez que le projet pour le coach Saïdou des Lions cadets, des Lions de moins de 17 ans, c'est de faire en sorte qu'il ait une équipe qui va rester dans une homogénéité sur au moins 3 ans. Maintenant, en 3 ans, vous n'avez pas tout le monde à moins de 17 ans. Il y en a là qui risquent de jouer rien que ces éliminatoires, ne même pas aller à la CAN. C'est-à-dire à partir d'exemple, ils ne pourront plus. Voilà. Donc il y en a là qui vont faire la CAN, ça va s'arrêter. Il va falloir qu'ils aillent dans le creuset, voir ceux qui, non seulement ont pris du volume, mais entre-temps sont partis de 15 à 15 ans pour intégrer cette équipe-là. Et là, c'est un travail normal. Et il aura non seulement une sélection maintenant de jouer, il aura un groupe dans une cohésion. Parce que quand on sélectionne les joueurs, c'est une chose. La SCA, je crois qu'ils sont encore à l'esprit de la sélection. Ils ont sélectionné des gamins et n'ont pas encore pu en faire une équipe. Le Cameroun a réussi à faire des gamins sélectionnés une équipe, parce que quand on parle d'équipe, ça veut dire qu'on joue, on est complémentaires dans le jeu. Et ça, c'est un travail aussi. Donc vraiment, il faut féliciter non seulement la prestation des Lions, féliciter l'organisation qui se passe pour moi jusqu'à présent sereinement, mais dire à la RCA d'être bon perdant, tout en les encourageant, parce que après tout, c'est notre Afrique centrale. Mais chaque fois que nous posons des actes dans le sens de dénigrer ce qui est fait par nos voisins, nous nous auto-flagellons, nous nous auto-détruisons. C'est pas bon. L'Africain doit apprendre déjà qu'il est en difficulté parce qu'il est dans la misère. Et quand il a l'opportunité d'avoir un tournoi comme ça, de le prendre d'en haut et se dire, on a raté peut-être le coach maintenant, on va réussir à rattraper pour faire quelque chose de mieux après. C'est pas tous les jours qu'on va gagner non plus. Voilà. Et on va justement, avant de poursuivre, rappeler que ce mercredi, le Cameroun s'est qualifié pour cette Coupe d'Afrique des Nations de football de moins de 17 ans, grâce à sa victoire, large victoire encore face au Gabon, 7 buts à 1, que des scores fleuves. Alors, Joël Mbanga, vous qui êtes justement, vous travaillez au quotidien avec les jeunes, au niveau de l'école d'athlétisme etc. Et que Serge disait que on ne juge pas quelqu'un, l'âge de quelqu'un à l'apparence. Par le physique. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu cette réaction de la Centrafrique dans ce tournoi Unifac? Moi, je dirais plutôt que la déclaration centrafricaine par leur coach là, c'est un monsieur qui n'a pas été honnête. Il n'a pas été honnête. Il devait reconnaître que le Cameroun a grandement battu son équipe. Quelque part, il y a eu de l'impréparation. Quoi dire à ces enfants? Certainement, le Cameroun a triché. Quand on a sorti les résultats de l'IRM, les 20 joueurs du Cameroun... Où certains joueurs camerounais ont été également recalés. Il y avait 3 qui étaient à la limite d'âge qu'on a gardé. Donc actuellement, l'équipe du Cameroun fonctionne avec 17 joueurs. 17 ont été éligibles.
droit à la limite d'âge. Non, limite, on n'a pas recalé. Ça veut dire que ces gens-là... Non, limite d'âge. Après, après la compétition. Après la compétition. Non, après cette année-ci. Oui, ils seront plus jeunes à 17. Oui, ils vont monter. Pourquoi j'ai dit ils sont à la limite. Ils sont à la limite, oui. Ils sont à la limite. Donc, la Centrafrique même qui est en train de parler là, on a recalé combien chez eux sur les 20? Plusieurs. Entre la Centrafrique et le Cameroun, d'après les résultats, qui a fauté? Pourquoi il devait être franc, humble, de dire à ses enfants que vous n'aviez pas encore le niveau, mais on va continuer de travailler pour qu'on y soit. C'est honnête. Ça, c'est tout ce que je peux dire. Je regarde la RDC, même chose. Le Gabon, même chose. Quand on regarde la qualité de jeu, ça franchement, il n'y a pas photo. Tout simplement parce que le Cameroun est en train de travailler depuis. C'est une équipe, et celle où on trouve la cohérence. Après la cohérence, c'est la cohésion. Quand tu as ces deux choses, tu as une équipe parfaite. Je vous en prie. Vous aviez une équipe parfaite. Tout ce qu'il dit là, c'est son problème. Il a pour l'instant une sélection de joueurs. Il a pour l'instant sa sélection de joueurs. Alors Jérôme, est-ce que le problème, c'est peut-être un problème de niveau dans le fond, comme le soulève Joël Banga, que la Centrafrique n'a pas forcément le niveau. On a vu, par exemple, le match d'ouverture dimanche dernier, ici au stade annexe de Bépanda à Douala, 9-0, avec 7 buts déjà en première mi-temps. Et on a peut-être vu beaucoup d'erreurs au niveau de la défense, une défense qui pressait très haut et forcément ça laisse, comme vous dites souvent, les ouvertures derrière, et le Cameroun a très bien su profiter de ces ouvertures-là. Est-ce que dans le fond c'est un problème, c'est pas un problème de niveau aussi, comme le souligne Joël? Je crois que les compagnonnistes l'ont déjà si bien déroulé. Là, il faut simplement dire que pour l'entraîneur centrafricain, il ne mérite pas d'être à la sélection. Parce qu'il y a un certain nombre d'éléments. C'est un peu dur ça. Oui, je dirais un certain nombre d'éléments. Il y a un certain nombre d'éléments. Permettez-moi de dérouler mon propos. Il y a un certain nombre d'éléments. Il y a un certain nombre d'éléments. Lorsque vous êtes sélectionneur national, que vous ne devez pas dire, quel que soit le résultat. Vous devez prendre ça sur vous. Parce que là, il veut justifier à la fédération que c'est parce que les autres ont fait mal qu'il a concédé à ses débuts. Mais je crois que la faute lui revient. Parce que dès là où il y a une organisation mise sur place qui se doit le contrôle des joueurs ou alors des joueurs qui viennent dans chaque nation. Alors, le coach a lu, est-ce que ça lui regarde? Dès là où les organisateurs donnent cutus à un acteur d'évoluer. Ça ne dit rien. Il n'a rien à rendre compte, sinon utiliser le joueur. Alors, l'entraîneur centrafricain qui vient de déclarer n'importe quel propos, c'est dit n'importe quoi. Je me souviens. C'est sa fédération qui a réagi pareil. Oui, mais je me souviens, mais il ne peut que dire ça. Et on ne peut que le supporter parce que, sûrement, peut-être que quelques membres de la délégation qui sont déplacés ensemble, il a pu convaincre avec ses propos, mais je dis que c'est un peu maladroit par rapport à ses propos. Mais je dis, nous sommes allés à Montaigu dans les années 90. J'étais à l'école de brasserie. On a gagné, c'était la Colombie, 7 ans. On avait un gars qui s'est mis presque au centre et à l'obé le gardien. On a dit non, il était plus âgé. En ce moment, avec les 8-15. Kenyawa Fogui Roger. Ça, je me souviens bien, le gars. On a dit non, l'entraîneur personnel de Vinibansi a dit bien, avant d'arriver ici, et lorsque nous sommes en France, il y a des tests qu'on fait qui permettent de savoir celui-ci est U15, U16 et autres. Mais alors, lorsque le Cameroun vient avec sa délégation, on passe par les tests au Cameroun, et lorsqu'on donne l'accord pour voyager en France, lorsqu'on arrive en France, à Montaigu, on fait encore certains tests qui permettent de savoir que tel joueur pour telle catégorie et pour telle autre catégorie. Mais si déjà on ouvre le tournoi et que d'autres nations se plaignent, ça les regarde. C'est ce qu'il est en train de faire là. Moi, j'arrive à Montpellier, étant très jeune. Obligatoirement, si vous devez jouer dans les catégories jeunes, on vous passe, il a dit tout à l'heure qu'il suivait patient, on vous passe par un certain nombre d'appareils qui vous permet de regarder vos os, et à partir de cela, on peut vous définir que
vous êtes à telle tranche d'âge, à peu près une erreur d'un an près là, 6 mois, voilà. Donc, qu'est-ce que le coach doit y voir là-dedans? Donc, je crois que vraiment, ils doivent rester dans le faible. Et puis même, lorsqu'on parle de football en Afrique centrale, c'est pas la Centrafrique qui va venir ici au Cameroun. Ça, il faut déjà qu'on soit vérifié là-dedans. On a assez des écoles de formation au Cameroun bien futées, mieux que la Centrafrique qui vient de relancer son football et pour atteindre un certain nombre de manches. Donc il faudra qu'ils comprennent l'entraîneur. Ils sont venus apprendre, qu'ils apprennent et que ça les serve de leçon et que plus tard ils reviennent un peu capés parce que on est en train d'aller en Coupe d'Afrique. C'est là-dedans que peut-être là ça sera au Maroc. Si on renvoie la délégation du Cameroun parce que trop âgé, en ce moment peut-être qu'on va lui donner raison, mais ça je viens de le dire. Ou alors Joël. Il y a des joueurs qui sont déjà limite. C'est-à-dire que l'entraîneur saura qu'il ne faut pas les amener en Coupe d'Afrique. Parce que tu les amènes en Coupe d'Afrique, c'est des problèmes. Ou bien ce sera la dernière compétition. Voilà. Ou alors, la CAF doit les accorder la dernière compétition. Parce qu'après ça, il faut grimper chez les U18 ou alors chez les U20. En fin d'année 2025. Voilà. Donc, tant qu'il ne connaît pas cette stratégie-là, il ne pourra que dire que le Cameroun a touché. Et puis, ça, physiquement, on ne peut pas définir l'âge d'un joueur. L'autre temps, peut-être plus baraqué, à moins d'âge, l'autre temps plus petit, ou alors je ne sais pas comment. Donc, c'est un faux débat. Oui. Peut-être avant que je vienne intervenir, vous parliez de Wansi tout à l'heure. Oui, de Mini Wansi. Oui. Vous étiez à l'école de Brasserie, et puis c'était l'entraîneur de la sélection U15, U17 à l'époque. Oui, parce que c'était l'entraîneur régional, en ce moment c'est les régions, l'entraîneur régional littoral, donc à l'école de Brasserie. En fait, pour atteindre en sélection nationale, chaque région avait ses poules. Et comme il était dans la poule du littoral, en même temps, il était sélectionneur national. Oui. Donc nous étions, et on bénéficiait du fait que nous sommes à l'école de Brasserie avec lui, on était à l'équipe régionale avec lui, et il nous amenait en même temps en sélection nationale. Donc, n'oubliez pas que même chez moi, en tant qu'arbitre, il est intervenu avant que j'entre à l'école des arbitres. Parce qu'il a fini comme DTN. Oui, non, mais avant ça, j'ai dit, lorsque je commence dans les tournois de quartier, à l'époque à Kasmando, à Bepanda, il est une des personnes qui dit au promoteur, le pasteur Nono, que ce jeune-là peut faire dans l'arbitrage. Donc il est comme des personnes qui m'ont stimulé à... Non, c'était un mot. Vous avez des nouvelles C'est vrai que ces derniers temps, non. On m'a dit qu'il était décédé, mais je n'ai pas pu vérifier. On m'a dit que c'est pour ça que j'ai dit personnel tout à l'heure. Parce que c'est... Si ce n'est pas vérifié, on ne préfère pas s'azarder. C'est un monsieur qui m'a tenu, c'est un monsieur qui m'a tenu, qui m'a donné beaucoup de chance. Et en même temps, bon, je vais dire, moi j'ai progressé au niveau football et de tennis, parce qu'il faut dire, à chaque fois que j'étais en sélection, il ne m'utilisait pas à bon escient parce que il faut dire, je faisais partie de très très bons joueurs. Ça, c'est vous qui le dites. C'est lui. Oui, il y a beaucoup d'activités. C'est resté dans votre tête. À chaque fois que j'étais à l'école, j'étais à le groupe. Et puis j'étais trop têtu, il faut dire, à l'école parce que j'étais trop têtu. Donc peut-être c'est pour ça. Mais il me ramenait toujours en sélection nationale. Et après, on arrive en Angola, par exemple, à Luanda, ne fais pas jouer. J'ai boude, je dis non, je viens plus en sélection nationale. Après, il me convoque. Donc cette image-là, mais il m'a donné aussi beaucoup d'opportunités quand même pour te jouer. Parce que si je vais faire des essais à Montpellier, c'est grâce à l'école de brasserie du Cameroun. D'accord. Alors, il nous reste quelques minutes par rapport encore... Quand Joël voulait dire quelque chose c'est vrai. Allez-y, Joël, c'est vrai. Avant que je ne pose la prochaine question. Ouais. Vous savez, quand vous m'aviez posé la question tout à l'heure, j'ai essayé de la contourner pour aller directement au but. La morphologie est la chose la plus difficile à contrôler parce que elle est naturelle. On a des enfants, tu vois un enfant, j'ai des jumeaux, nés le même jour, même âge, très grand de taille, mais on accepte un. Dans la FENASCO, on accepte un, on refuse l'autre. On dit que celui-ci a 30 dents, l'autre a 28 dents. Et pourtant, ils ont le même âge. Mais on prend celui qui a plus de dents, on prend l'un des jumeaux. On laisse l'autre, on dit qu'il est trop vieux. Vous voyez, c'est des choses... Là, par moment,
on regarde comment est-ce que tu es velu. On dit que ça, c'est l'aspect vieux en morphologie. On doit t'écarter. Je vais vous raconter une petite histoire. Vraiment. Il y a de cela 3 ans, le docteur Gassina Georges, professeur DPS, un jour il m'a appelé, il me dit que Monsieur Banga, ça, la manière dont je vous vois travailler depuis que je vous vois là, venez, je vais prendre vos paramètres. J'arrive, il me branche, machine tout et tout, j'ai commencé à faire des flexions en squash. Quoi. Je sors de là quelques minutes après, son monteur s'est inscrit là-bas, ça a donné mon âge, que j'ai entre 23 et 25 ans. J'ai déjà dépassé 60 ans. J'ai déjà dépassé 60 ans, mais il dit que non, il s'est trompé. On me rebranche. Twing, twing, twing. 10 minutes après, c'est la même chose. Là maintenant, le truc s'est stabilisé à 23 ans. Quand il a raconté ça aux autres, tout le monde était étonné. Comment on explique ça, M. Manga? Comment on explique ça? Oui, ça s'explique comme je venais de parler tout à l'heure. Non, mais moi, je vois que ce n'est pas la raison. C'est la machine plutôt. C'est la machine. On a cru qu'elle peut donner tout, elle a la réalité. Peut-être qu'elle n'est plus adaptée, peut-être qu'il y a certaines pièces qui manquent. Peut-être, parce qu'on ne peut pas, ça ne s'explique pas. Bon. Peut-être, oui. Bon. Rien que pour lui ou bien après lui, ça commence. Mais après lui, ça serait pareil. Non, c'est pas sûr. Non, après moi, ça a donné l'exactitude des âges aux autres. Et quand tu es revenu, ça a donné 23 ans. Cela m'a redonné 23 ans. Comment tu expliques ça alors que la machine est pas... Je dis que la machine a des problèmes. Non, parce que là, puisque le docteur lui-même, il dit qu'il n'en croit pas, il faut qu'on refasse le test. Je suis revenu. Il faut revenir au côté humain maintenant de voilà, c'est là, c'est ça. C'est que si lui, malgré son âge, il développe des éléments qui ont été mis dans le logiciel au moment où on faisait l'algo de la machine, qui ne le prédispose pas à l'âge qu'il a officiellement, la machine ne va pas donner le bon résultat. C'est ça. Ça, c'est un élément. Maintenant, si lui, il sort de là et que quelqu'un d'autre vient répondre aux critères, ça, il est ce qu'on appelle l'exception, en fait, qui confirme que la machine ne peut pas être fiable à 100%. Oui, mais la machine, c'est pas parce qu'elle fait cette erreur sur lui qu'elle ne fonctionne pas bien. Elle peut ne pas fonctionner bien. La machine a été adaptée pour les jeunes. Oui, bon, peut-être aussi. La machine a été adaptée spécialement pour les jeunes. Je prends l'exemple. Lorsque vous arrivez pour un recrutement en Europe, forcément, le premier critère, c'est de savoir quel âge vous avez. Donc, on vous met dans l'appareil, on essaie de vous mettre tous les éléments et tout. Quand l'appareil vous définit, comme j'ai dit tout à l'heure, la marge d'erreur est faible. Très, très faible. Mais pourquoi tu comprends bien ce que je veux dire, Jérôme? Tu as déjà fait les aéroports avec les détections de métaux là. Mais parfois ça siffle sur toi, tu n'as rien. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai aussi. Parfois on te met à l'abri, là on commence à ouvrir ta poitrine, on fait tout là, on demande si tu as un cœur, un truc artificiel, tu n'as rien. Mais on te garde là, parce qu'en fait la machine, c'est pas qu'elle est détraquée. C'est qu'à l'instant là, on ne sait pas pourquoi, mais il y a peut-être des choses dans ton organisme qui déclenchent le processus chez lui. Et lui pouvait être dans l'exception qui confirme que la machine, après tout, il y a ce qu'on appelle la marge d'erreur. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas fiable à 100%. Je voulais dire ça pour arriver à quoi? Pour arriver au fait que si lui, il a 65 ans, il dit n'importe quoi, et qu'il a les agissements d'un enfant de 23 ans, quand la machine regarde, ça va mettre 23 ans. Encore quand on regarde un Banga, c'est un gentleman tout fait. Il assume les mercredis jeunes en fait. Il assume tout, Jérôme. Donc c'est pas pour aller dans le sens de fions-nous à la machine, mais les réalités sont là. Hein. C'est-à-dire, ce qui est à l'habitude, c'est à l'habitude. Si vous êtes quelqu'un de tordu, si vous avez eu 30 ans, vous venez dire vous avez 17, ça va marcher pour un temps. Ça ne marchera pas tout le temps. Donc si vous avez pu échapper à la machine ici, vous n'échapperiez pas là-bas. Et c'est pour ça que j'ai dit, tu as dit quelque chose tout à l'heure, Jérôme. La compétition qui va suivre, si tous ces Camerounais sont là-bas, on verra s'ils sont rattrapés par le test IRM. S'ils ne sont pas rattrapés, ça veut dire qu'en réalité, c'était un faux problème. Mais je pense qu'on aurait dû ne pas l'évoquer à partir du moment où tout le monde est passé au test. Je ne sais pas s'il fallait qu'on passe au test que devant les gens, parce que les examens médicaux se font aussi en privé. Bien sûr. Okay? Et dans le cas de la RCA, pour aller dans le sens du grand frère Banga, on a eu 20 cas, 3 ont été recalés.
C'est-à-dire, il y a eu un cas de limite et 3 qui ont été carrément rejetés. Donc, ils étaient en excès de l'âge. Dans le cas de la RCA. Moi, je voulais simplement dire quelque chose par rapport au tournoi. Le tournoi, je ne comprends pas pourquoi on a choisi de jouer au stade annexe. Au lieu de jouer, par exemple, dans la cuvette. C'est quand même un tournoi international. Oui, donc, vous voyez qu'il y a plus de spectateurs debout. Parce que la tribune va contenir tout le monde. L'entrée est gratuite aussi. Hein. Voilà, donc oui, ça aurait été encore plus attrayant, plus, je sais pas, avoir des belles images de jouer. Parce que je dis, le matériel qu'on a mis au niveau du stade annexe est en train de se gâter. Ça a été un matériel pas bien. La société en charge, McGill, qui a fait le stade de vérification, il y a les faits, mais au niveau de la tribune B, lorsque vous entrez au stade, du côté de Bepada et non de Deido, on se rend compte que le placage qui a été posé, c'est le déchet du bois. Et lorsqu'il pleut dessus, et le soleil, ça s'effrite. Ça s'effrite. Voilà, ça s'effrite et ça commence à... C'est un très mauvais matériel. Donc les gens peuvent se blesser. Et lorsqu'on accède par là, lorsque le stade n'est pas utilisé régulièrement, je ne suis pas sûr que le responsable ou les responsables de stade ont constaté ça. Voilà, il faudra, comme je dis, si ces infrastructures ne sont pas utilisées, le jour qu'on va... Il y a de quoi? Il y a déjà des pays qui sont en train de fuir, de solliciter les stades au Cameroun. Alors que par le passé, l'équipe centrafricaine et les autres à côté venaient jouer au Cameroun. Donc, il faudra qu'on a pris assez d'argent pour ces infrastructures-là, qu'on suive ça et qu'on mette ça en activité. Parce que c'est pas ça. Je voulais, Jérôme, dire ceci. À côté de ce que tu fais comme remarque sur les infrastructures, l'ONIES a pour mission de suivre ça et éviter que ces stades ne se détériorent. Ça, l'observation que tu fais, moi-même, je l'ai fait au niveau de la toiture du même stade de l'unification. Quand vous êtes en train de venir au stade, vous allez vous rendre compte que c'est comme si certaines grilles même sont déjà coupées. Ça, c'est des choses qu'il faille commencer à y remédier maintenant. N'attendons pas que ça se détériore pour qu'on arrive à des situations catastrophiques. Maintenant, pour revenir à la compétition elle-même, pourquoi ça se joue à l'annexe? Regardez les championnats jeunes par nature. Même à Montaigu où vous étiez. Ça se joue toujours sur les petits espaces. C'est-à-dire on rassure seulement que l'aire de jeu est réglementaire. Parce que chez les jeunes, ce n'est pas la victoire qui compte. C'est pas... C'est-à-dire qu'il y a une envie de les faire jouer. D'abord. Maintenant, ceux qui viennent là, on peut les gérer. Et si vous faites un match des jeunes d'un stade de 30-40 000 places comme réunification, et que vous avez 2000 personnes dans les gradins, quel est l'impact? Vous aurez créé un autre problème. C'est-à-dire que vous avez éloigné les gens de ces enfants-là alors qu'ils ont besoin de cette chaleur pour... Je veux dire, à mon avis, il faut plutôt apprécier la chose comme elle est, sur le plan purement technique, et amener les gens à améliorer les infrastructures, peut-être comme tu as fait, mais vraiment, n'en voulons pas aux organisateurs. Je crois que les catégories pareilles, c'est ce qui tient. Voilà. Alors, peut-être la petite parenthèse, c'est l'ancien footballeur Daniel Wansi. Dominique qui est décédé. Qui était décédé. Voilà. D'accord, ok. Alors, c'est ma image. Alors, peut-être pour terminer aussi cette émission, on a vu ces communiqués, contre-communiqués, Fédération centrafricaine, Fédération camerounaise de football, par rapport à cette histoire de fraude sur l'âge. On devrait peut-être s'arrêter là, ou alors, par exemple, le Cameroun qui a été visé, devrait aller un peu plus haut pour rétablir son honneur, Serge. Non, aller plus loin serait pour moi inutile. Vous savez, c'était déjà bien de réagir parce que lorsque les choses sont dites sur vous, surtout un cadre international comme ça, si vous ne dites rien, ça veut dire que vous consentez. Et n'oublions pas que certaines petites choses comme ça créent des problèmes internationaux au niveau des relations bilatérales entre les pays. Pour ne pas dire multilatérales avec les autres pays qui y sont. Donc si vous laissez que la graine continue à monter, vous allez vous rendre compte qu'après, c'est un autre pays qui va dire oui. Comme la SC avait dit, on n'a rien dit, ou nous on répète la même chose. Parce que le Cameroun n'a pas essayé de mettre des points sur les i pour amener les gens. Et même la sortie, même je pense que l'organisation de l'UNIFA en réalité devrait sortir. Pas seulement le Cameroun. Les organisateurs de cette compétition devraient faire une sortie pour clarifier aux yeux de tous comment est-ce qu'ils font les tests pour fiabiliser davantage ce qu'ils sont en train de faire comme compétition. Parce que tout ce qu'on fait et qu'on ne communique pas suffisamment dessus laisse libre cours à chacun de penser ce qu'il veut. La SCA a dit ce qu'elle voulait.
Le Cameroun est venu dire pour lui la compte vérité. Maintenant, l'organisateur. Que dit l'organisateur, oui. C'est sa compétition. Donc l'UNIFAC, à mon humble avis, devrait faire une sortie pour le cadrer et même interdire. Parce que ces propos-là, ce n'est pas le Cameroun qui doit porter l'affaire loin. C'est l'organisateur qui doit se saisir si vous continuez. Parce que c'est son image que vous effectuez. Vous comprenez? C'est-à-dire, si je suis organisateur d'une compétition, vous essayez de dire que mes gens ont mal travaillé, il faut que vous ayez les preuves. Donc, si l'organisateur qui est l'UNIFAC avait fait sa sortie pour rappeler tout le monde à l'ordre et dit dans quelles conditions ça se passe, je suis sûr que même le coach centrafricain se serait trouvé obligé, à travers sa fédération, de présenter des excuses. Ce qui n'est pas encore fait. Donc, il ne se fait pas tard pour ça. Parce que lorsque vous dites quelque chose d'assez grave comme cela, qu'on ne peut pas démontrer, sachez que ça ne laisse pas, ça n'exclut pas, comme vous avez évoqué Lydie, une procédure. C'est une diffamation. C'est une diffamation qui porte atteinte même à l'intégrité morale même des enfants qui jouent. Il y a des gens qui peuvent être stigmatisés à partir de vos déclarations. Prenons un exemple banal, c'est un peu comme si vous vous mettiez à dire que ces jeunes-là sont placés pour aggraver la situation. C'est-à-dire, ils ont, pardon, un VIH qu'on a caché. Imaginez que vous le disiez des enfants, en mentant. C'est assez grave, c'est grossier. Donc vous voyez que vous ne pouvez pas vous lever le matin et dire que l'âge qu'on dit de tel qui joue là n'est pas vrai, alors qu'on n'a aucun élément. Non, c'est trop gros. Et je pense que le coach a bien fait d'interpeller tout le monde, le coach Seydou, en disant qu'est-ce que ces jeunes ont fait pour mériter ça. Et c'est la même question que nous nous posons. Même si le coach pense comme ça, et c'est en ça que je vais interpeller les éducateurs. Quand on est un enseignant, même nous qui sommes sur les plateaux, nous avons un peu cette mission-là, la pédagogie. Même s'il a pensé ça, je pense qu'il avait un autre cadre où il pouvait aller tutoyer ceux qui font ce travail pour que ce soit dit. Ou bien que, avant de sortir, que l'information soit vérifiée. Parce qu'il ne peut pas, de sa mission d'entraîneur, évoquer des choses aussi graves en conférence de sans presse, avoir le dire, des éléments. Et on est après le redire encore. On a de l'adrénaline qui monte, mais on ne doit pas oublier qu'on reste informateur. Et je vous ai dit à l'entame que la majeure partie des jeunes chez nous qui traficotaient sur l'âge étaient amenés par ceux qui étaient censés les protéger, donc qui les formaient. Ils disaient, oui, le petit, il est talentueux, moi, ton père, il faut qu'il me donne des machins, un peu d'argent, je vais aller faire l'ordre de naissance. Voilà comment il fonctionne. Et ça, aujourd'hui, avec la fédération, en faisant les CNI, c'est vrai que c'est fastidieux parce que ça ne sort pas, c'est énervant pour certains, mais si l'État du Cameroun, à travers la DGSN, facilite la sortie illico presto des cartes nationales d'identité, ce sera une affaire résolue. C'est-à-dire que vous avez votre identité dès le premier jour que vous commencez à jouer au ballon, vous ne pouvez plus la changer. Donc on va avoir un fichier pour vous qui sera un fichier qu'on va suivre continuellement. Maintenant, ça va générer un peu d'argent, mais c'est le meilleur moyen de travailler. Donc vraiment, la fédération, à mon humble avis, elle peut plutôt interpeller l'UNIFAC, qui est l'organisateur, sur le fait que son image soit écornée et qu'elle n'ait rien dit, pour l'amener à recadrer ses membres. Parce qu'aujourd'hui, on a battu le Gabon, on ne sait pas ce qui sera dit après. Alors, mais quand je voulais ajouter quelque chose à ce moment-là, quand je parlais de l'éthique que l'entraîneur n'avait pas, à la formation des entraîneurs, on les apprend même comment parler devant le micro. Vous ne pouvez pas, je ne peux pas être entraîneur et jouer l'entraîneur et je mal parle de lui devant les médias, c'est impossible. Parce que la formation demande quand même que, même s'il a fait des bêtises en ma présence, par respect pour lui, je ne dis pas n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est ce qui a manqué à l'entraîneur centrafricain, parce que même si le Cameroun prétend, selon lui, à accrocher, c'est pas Mondio Vision qui devait venir répliquer ça. Il devrait aller peut-être au niveau de la commission d'organisation, se plaindre et non venir verser ça, comme on dit, au quartier, dire n'importe quoi devant les gens. Donc, même s'il a raison, donc je dis, il y a un certain nombre de respect vis-à-vis de son collègue, parce qu'on ne sait jamais. Il peut ne plus être entraîneur de U17 de la Centrafrique, venir être entraîneur dans un club au Cameroun. Comment il va prendre ça? Comment est-ce qu'on va prendre cette image à demain pour dire voilà. Donc, c'est ce que j'ai voulu. D'accord. Alors, pour terminer, le Cameroun s'est qualifié pour cette Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Joël Mbanga, comment est-ce qu'on devrait se préparer pour aller, pourquoi pas, décrocher le titre? Je crois quand même que cette question ne devait même pas se poser. L'entraîneur de cette équipe-là connaît son programme. Il sait que la Coupe d'Afrique des U17, c'est dans telle période.
Après cette qualification, ce petit tournoi qui venait de se passer là, il a déjà un chronogramme. Il sait ce qu'il doit faire jusqu'au jour de la compétition. Et pendant la compétition, il sait toujours ce qu'il doit faire. Je vous ai parlé tout à l'heure de la cohérence et de la cohésion. La cohérence, c'est l'entente. Comment le climat qu'on a entre nous, qui doit être un climat sain, hein, et la cohésion, tu vois, ça rentre dans la partie physique, pratique, hein, du jeu. Quand une équipe a ça, elle ne souffrira pas. Elle ne souffrira pas. Donc je ne vois pas le Cameroun. Certes, on ne connaît pas les adversaires qui arrivent, mais c'est une équipe qui va prouver de quoi elle est capable. On espère, hein, parce que n'oublions pas que dans d'autres compétitions, le langage commun a été que les jeunes n'ont pas besoin de gagner les victoires, ils partent en apprentissage, ils partent machin truc, parce que on a vu la Coupe d'Afrique U17 la dernière fois où le Sénégal était tout feu tout flamme. Donc on espère tout simplement que le Cameroun aurait tiré les leçons et que en gagnant des compétitions, ça booste aussi le moral et puis ça permet aux différents recruteurs qui arrivent de pouvoir prendre de nouveaux talents pour les agents. Ça fait toujours bien de savoir qu'un jeune, Carlos Baleba et les autres, dans leur jeunesse, font les beaux jours dans les clubs respectifs du côté des Hexagones pour le Cameroun. Ça fait toujours bien de savoir que non, c'est les jeunes Camerounais qui excellent du côté de l'Hérault. Donc on va, le langage commun, pardon, qui voudrait que non, c'est pas le résultat qui est important, il faut aller se former, etc. Autant d'autres pays sont aussi en train de gagner. Et ça fait recruter, ça fait recruter le Sénégal, le Maroc, les jeunes joueurs. Donc on devrait aussi se mettre dans cet objectif-là. Certes, on apprend, certes, les jeunes doivent jouer, mais aussi, Serge, pourquoi pas gagner? Je voudrais qu'on fasse la nuance ici. C'est pas qu'ils ne doivent pas gagner. Ils doivent pas gagner à tous les prix. Vous comprenez? Ça, c'est la formation. Parce qu'à ce niveau-là, on est en train de parfaire une formation. Maintenant, c'est un problème d'école. Au niveau des championnats jeunes, on met en exhibition la force des fédérations par rapport au travail de direction technique. C'est-à-dire, vous avez les meilleurs centres de formation, vous apprenez le meilleur football à vos enfants, vous leur apprenez les meilleures tactiques, les meilleures forces physiques. Ils mettent ça ensemble dans la cohésion et dans la cohérence devant les adversaires qui font presque pareil et ça se joue sur les détails. Parce que ce sont les meilleurs qui arrivent au stade terminal. Mais je pense que l'objectif pour le Cameroun dans cette compétition qui sera la CAN, ce sera de se qualifier de la Coupe du Monde. Parce que vous savez que là-bas, encore les 3 premiers continue en Coupe du Monde. Il faudra terminer dans le top 3. En montrant à un enfant, c'est-à-dire qu'on est parti d'un tournoi UNIFAC où on était, je ne sais pas, peut-être 6. Vous êtes sorti premier de votre poule. Ok, vous avez eu la qualification, c'est trop facile. Maintenant, vous allez rencontrer des adversaires. Au-dessus de ceux-là, vous allez vous confronter à eux. Le coach, comme un bon pédagogue, tout ce qu'il va leur demander, c'est le niveau de l'UNIFAC. Vous avez vu que vous avez plafonné. Maintenant, montrez-nous que ce n'est pas un hasard. Mettez-vous dans des conditions idoines. Un bon discours du vestiaire. Appliquez la gamme. Ce que vous avez récité là-bas en permanence, montrez-nous que vous avez maîtrisé pour que l'adversaire que vous aurez en face de vous, qui va réciter sa gamme aussi, trouve qu'en plus de la gamme, vous avez un peu pris par exemple, l'état d'esprit du Hemley, qui est une force camerounaise. Et ils vont pousser comme ça en espérant gagner. Parce que si au moins ils appliquent la leçon, et qu'à l'arrivée, pour une raison ou pour une autre, ils ne gagnent pas, ils ne seront pas déçus. Parce qu'ils auraient fait ce qui était de leur devoir. Le danger dans une compétition, c'est quand on n'a pas fait tout ce que vous deviez faire. Regardez la SCA. Vous pensez qu'elle rentre là parce qu'elle est venue au Cameroun pour ne pas faire de prestations. Mais elle a perdu le match au Cameroun 9-0. On ne va pas tuer les gamins pour ça. Non. Vous avez vu que c'est l'autre vous à Bafoussam qu'il fêtait pour la première fois une qualification au Chan. Au Chan. Vous voyez que le fait de mériter accéder à une élite africaine comme ça dans une compétition, c'est pas donné. Donc pour ces gamins, c'est une génération qui va se dire, pour nous les U17, c'est maintenant ou jamais d'écrire notre nom. Vous écrivez votre nom maintenant, vous n'écrivez plus. Parce qu'après, vous ne pouvez plus jouer la catégorie. Donc, mettre ça dans l'état d'esprit de l'enfant, dans son mental, l'amène à essayer de faire à la perfection ce qu'on lui demande. Maintenant, la cerise, la petite venant en mangeant, ils peuvent gagner, remporter le tournoi.
se qualifier par exemple pour la Coupe du Monde. C'est le souhait. C'est tout le mal que nous pourrons les sauter. Tout en demandant qu'ils restent des enfants humbles, assidus et qui va porter fier le drapeau du Cameroun de demain. Ça, parce que nous construisons comme ça les jeunes qui demain, il faudrait, comme dit souvent Jérôme, que nous ayons une traçabilité. Il faut qu'on sache où ils sont passés après. Il ne faut pas qu'ils disparaissent. Et les voies où ils sont passés, c'est la sélection au-dessus dont on doit les voir pour certains là-bas. Parce que lorsqu'on veut garder un groupe cohérent et dans la cohésion, comme vous dites, ils ne disparaissent pas. Non. Hein? Non. Il n'y a pas de génération spontanée, c'est-à-dire on ne vient pas de nulle part pour arriver en sélection nationale. On a ta trajectoire. Merci bien, Serge Kamdem-Kwam. Oui, Joël, vous avez quelque chose à ajouter rapidement, on est en fin d'émission. Beaucoup de nos parents qui sont en train de nous suivre ce soir sur ce plateau, vraiment s'ils vont comprendre et que d'autres apprennent d'arrêter de trafiquer les actes de naissance des enfants. Je pense que le message est passé. Merci Jérôme d'être venu. Merci à Adonis Yamen qui était à la réalisation ce soir. Amis sportifs, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.